Maude est doula lorsqu'elle devient enceinte de sa fille. Malgré toutes les connaissances qu'elle a de par sa formation et son expérience dans l'accompagnement des familles, son propre postpartum est vraiment éprouvant. Elle se sent épuisée jusqu'à avoir peur de prendre sa fille dans ses bras lorsqu'elle est debout. C'est dans cet état d'épuisement qu'elle commence à s'intéresser à la nutrition et à se former en parallèle à la naturopathie. Aujourd'hui, elle accompagne les femmes et les familles à retrouver un équilibre et une pleine santé. Elle nous raconte dans cette conversation son cheminement et nous amène à nous questionner sur les recommandations nutritionnelles en période périnatale. Belle écoute, maman. Bonjour Maude, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir discuter avec moi et nous parler d'alimentation riche en nutriments pendant la grossesse. C'est un grand plaisir de t'avoir. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter, nous présenter ta famille et puis nous expliquer un petit peu ton travail, s'il te plaît? Oui, salut Sarah, je suis vraiment contente d'être ici ce matin avec toi. Donc, je m'appelle Maude Collin. Je suis naturopathe, je me spécialise dans la santé de la femme, donc plus précisément les hormones, la fertilité, la préconception et la santé intergénérationnelle. Je travaille aussi comme doula de fertilité, donc j'accompagne les femmes, les familles depuis déjà plusieurs années dans ce contexte-là, puis d'autres contextes périnatales, donc la grossesse, le postnatal. Puis d'un point de vue plus personnel, je suis maman d'une fille qui a 3 ans. Puis je suis belle maman aussi de 2 grands de 5 ans et 7 ans, parce que mon conjoint a des enfants d'une union précédente. Donc on vit au Québec, dans les montagnes laurentiennes, au bord d'un lac, connecté à la nature. Vraiment, on est bien ici. Ça fait envie. Oui, c'est un peu, c'est ça ma vie. Ça fait très envie. Moi, je suis en centre-ville de Toulouse, dans le sud de la France, et pour le coup, tu vas peut-être entendre d'ailleurs les sirènes derrière. Je préférerais être au milieu des montagnes aussi et avoir le bruit des oiseaux. Mais en tout cas, tu vas peut-être nous aider, nous transporter dans ta belle région. Merci en tout cas vraiment d'être là, c'est chouette. J'ai hâte qu'on puisse parler de tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de ce qui t'a permis d'en arriver à ce que tu fais aujourd'hui et notamment donc à accompagner d'un point de vue nutritionnel, d'accompagner les femmes dans leur fertilité, pendant la grossesse, en postpartum. D'où est-ce que ça te vient? Comment tu es arrivée là? Oui, avant, j'étais doula de naissance, donc j'ai travaillé pendant plusieurs années à accompagner les femmes, les familles dans la périnatalité, donc la grossesse, l'accouchement, le postnatal, avant même d'avoir ma fille. Donc, c'était quelque chose qui était déjà bien ancré en moi, que je voulais vivre une belle grossesse, un accouchement serein, puis tu sais, un beau postnatal. Je pensais avoir mis, tu sais, toutes les chances de mon côté, mais bon, j'ai ce souvenir vraiment précis d'une journée où, en postnatal, j'étais assise dans mon lit, vraiment désespérée, vraiment triste, à côté de mon petit bébé qui dormait paisiblement, puis j'ai appelé mon amie, en pleurant, puis j'étais comme, c'était pas supposé être comme ça. Je pensais que j'avais fait tout ce qu'il fallait pour pas que ça se passe comme ça. Puis j'avais vraiment beaucoup de peine parce que ma grossesse, elle avait été extrêmement difficile. J'ai eu des nausées, des vomissements quotidiens pendant toute la durée de ma grossesse. Donc pas seulement le premier trimestre, ça s'est étendu jusqu'au-delà de 40 semaines de grossesse. J'ai eu mes dents qui se sont déminéralisées, qui se sont cariées. Puis à une vitesse là incroyable. Je me suis retrouvée là à 40 semaines avec une dent complètement pourrite, noire dans la bouche. Puis tu sais, 3 semaines avant, c'était juste un petit point. Ça s'est vraiment rapidement, ça l'a rapidement dégénéré dans ma bouche. Ma vue, elle a baissé. Donc je portais des lunettes, mais tu sais, seulement pour regarder la télévision ou un écran d'ordinateur, pas. Puis là, je me suis retrouvée, je pouvais plus conduire. Je prenais la voiture, puis je voyais plus correctement, tu sais, ce qui était écrit sur les panneaux. Je commençais à trouver que c'était dangereux. Il fallait que j'aille chez l'optométriste. Je perdais mes cheveux, puis
L'accouchement, ça n'a pas été mieux. Je veux dire, j'ai eu un merveilleux accouchement à domicile, un enfantement libre, autonome, vraiment dans mes valeurs, mais j'étais fatiguée, épuisée, tellement que quand ma fille est née, j'avais même plus la force pour la délivrance. J'étais tellement fatiguée, j'arrêtais pas de répéter, faites juste me lâcher, je veux dormir, je veux faire une sieste. Puis tu sais, j'avais vraiment vraiment dit à mon mari que comme tu sais, il faut que le placenta naisse en dedans d'1 heure. Fait que quand notre fille naît, il faut que tu regardes l'heure de naissance, puis tu sais que tu regardes le temps qui passe. Fait que j'ai fini par prendre des teintures mères pour aider à la naissance de mon placenta. Puis tout de suite après, je me suis endormie. Puis comme doula de naissance, puis j'ai fait ça pendant tu sais plusieurs années, j'en ai vu des naissances. Je peux te dire que j'ai jamais de toute ma carrière vu une femme s'endormir après. Comme elles ont toutes fait un marathon, mais le plaisir de découvrir le visage de leur enfant, de le tenir dans leurs bras, ça les tient éveillés. Puis j'étais pas capable, je me suis endormie, j'ai dormi plusieurs heures avant de me réveiller, d'être fatiguée, de juste comme prendre un bain, allaiter puis retourner me coucher. Mon postnatal il a été aussi extrêmement difficile dans le sens où je me sentais faible, j'étais anémique. Depuis la fin de ma grossesse, j'étais anémique. Puis malgré les suppléments, j'arrivais pas à reprendre des forces. J'ai perdu connaissance, j'avais besoin d'aide pour aller me laver parce que, tu sais, rentrer puis sortir du bain, c'était difficile. J'ai pas voulu tenir ma fille dans mes bras debout avant 3 mois par peur que si jamais, tu sais, je perdais connaissance, que je l'échappe, que je la cogne, que je me faisais pas confiance. Puis, tu sais, je racontais tout ça à mon ami puis je lui disais, ça peut pas faire de sens. C'est pas comme ça que c'est supposé être. Puis je pleurais puis elle me dit, mais tu sais, Maude, mange de la viande. Comme je te dis, là, mange de la viande. Puis, ben, sur le coup, ça faisait pas de sens pour moi, tu sais. Ça faisait vraiment pas de sens. Mais j'ai commencé à me poser des questions, puis à faire des recherches, parce que c'était important pour moi. Je voulais retrouver ma santé. Je voulais vraiment, tu sais, découvrir où j'avais fait erreur. Qu'est-ce que j'avais fait de pas correct? Je voulais être en santé, je voulais que mon enfant soit en santé, je voulais pouvoir profiter de ces moments-là, tu sais, dans mon postnatal. Moi, tout ce que je voulais, là, c'était me lever debout avec mon bébé dans les bras, de l'installer en portage, de mettre de la musique, de nettoyer ma cuisine, de faire mon lavage, de cuisiner des bons petits repas, tu sais, de profiter de ces moments-là, de danser avec de la musique avec mon bébé en portage, d'avoir du plaisir, puis de profiter de ces premiers moments, mais j'étais pas capable d'en profiter, j'étais tellement fatiguée, tout était difficile, je me sentais comme un poids pour ma famille. Puis, tu sais, c'est normal là, d'avoir besoin de repos en postnatal, puis d'avoir besoin de récupérer, mais jamais à ce point-là. Jamais à ce point-là. Alors que tu étais en bonne santé, ou en tout cas tu te sentais, toi, en santé et en énergie avant ta grossesse? Ben, tu sais, j'ai toujours eu des petits problèmes digestifs, là. Ben, il y a eu des moments où c'était pire, mais je prenais des médicaments depuis quelques années, puis c'était correct. Mon médecin m'avait dit que je pouvais continuer mes médicaments en grossesse, qu'il n'y avait pas de problème. Fait que, tu sais, pour moi, c'était contrôlé. J'ai jamais été la personne qui avait le plus d'énergie. Mais, tu sais, j'avais quand même assez d'énergie pour faire mes choses puis passer au travers de ma journée. Jamais que j'étais faible ou que je perdais connaissance. Bon, je réalise avec le recul que j'avais vraiment pas assez d'énergie, mais tu sais, je passais au travers de mes journées et ça allait relativement bien. Puis là, en grossesse, ça s'est vraiment, comme mon état s'est dégradé rapidement. Donc, ben j'ai décidé d'essayer de manger de la viande. Mon chum est allé à l'épicerie, a acheté de la viande, il m'a fait un hamburger. C'était la première fois que je mangeais de la viande depuis des années. Ça n'a pas été facile, tu sais, c'était une sortie de ma zone de confort. Après, j'ai continué de faire des recherches, toujours d'avoir plus de connaissances, plus de compétences dans le domaine. Puis ben, je me suis dit, ben, ça suffit pas de le lire, tu sais, il faut que je le mette en application. Fait que ben, j'ai trouvé des fermiers, j'ai commencé à prendre contact avec eux, aller sur les fermes, regarder de quelle façon l'élevage était fait, essayer de me familiariser avec le concept. J'ai acheté mes premiers os à soupe, j'ai fait mes premiers bouillons d'os, puis rapidement, j'allais mieux. Puis j'ai repris des forces. Puis c'est drôle, tu sais, parce que je prenais des suppléments, tout. Je pensais que je faisais tout pour être en santé, mais en fait, ben je faisais pas la bonne chose, tu sais. Il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles, puis beaucoup de différentes approches, mais c'était pas ce que mon corps avait besoin, ce que je mettais en place, même si je mettais des choses en place. J'étais pleine de bonnes intentions, mais j'avais pas accès aux bonnes informations.
J'ai mis de côté ces suppléments-là. Je me suis concentrée sur mon alimentation. Puis en quelques semaines, quelques mois, j'allais tellement mieux. Je me souviens du jour où j'ai célébré les 2 ans de ma fille, donc moins de 2 ans plus tard. J'avais jamais eu une santé aussi vibrante. Tu sais, la fatigue que je te parlais, ce manque d'énergie. Puis j'avais un peu l'impression que tout le monde se sentait comme ça, tu sais, qu'on avait toute cette pression, puis de la difficulté à faire, tu sais, toutes les choses qu'on a à faire dans une journée. Mais ben j'avais plus ça. Je me sentais comme invincible, là. Tout d'un coup, je peux faire tout ce que je veux dans une journée. Je peux m'occuper de ma famille, de mes enfants, tu sais, ma fille, mes beaux-enfants. Je peux faire le ménage, je peux faire les repas, puis je peux être entrepreneur, puis je peux aller prendre des marches, puis je peux faire du sport, puis je peux... Tu sais, avant, quand je faisais du sport, après, j'étais fatiguée, je me sentais vidée, puis je me disais, ouf, c'était mon effort de la journée. Puis là, c'était plus comme ça. Tout d'un coup, si j'allais prendre une marche, si j'allais nager, ben j'avais plus d'énergie. Que là, vraiment, ça l'a bousculé toutes les croyances que j'avais. Donc, j'ai continué dans ce sens-là. C'est là que je suis allée faire ma formation pour devenir naturopathe. Donc, j'étais déjà doula. J'avais déjà plusieurs connaissances dans le domaine par des formations, par-ci, par-là. Mais je suis allée chercher, dans le fond, je me suis inscrite à mon cursus en naturopathie, que je devrais d'ailleurs très bientôt terminer. C'est un long processus. Mais, ouais, c'est ça. Fait que ça m'a encouragée à aller de l'avant pour pouvoir accompagner les femmes puis les familles qui vivent ça, elles aussi. Parce que je pense qu'il manque cruellement d'informations par rapport à qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès la période de préconception, de quelle façon est-ce qu'on peut prendre soin de notre santé, notre bien-être en grossesse, en postnatal, pour prévenir tout ça. Puis pour celles qui l'ont vécu, bon, c'est toujours mieux de prévenir que de guérir, c'est plus facile. Mais des fois, on a accès à l'information seulement plus tard, comme ça a été mon cas. Donc, pour aider les femmes qui se retrouvent dans ces situations-là à remonter la pente, parce que souvent, ces femmes-là, elles ont très peu de ressources. Elles vont consulter, le médecin va dire que le bilan est correct, de prendre une vitamine, puis, tu sais, un supplément multivitamine, puis ça va aller, tu sais, que c'est normal, que c'est hormonal, en postnatal, tout ça, mais non, tu sais, il y a des limites. Non, c'est pas normal. En postnatal de se sentir pleine d'énergie et en pleine forme. Oui, exactement, c'est tout à fait possible. Puis, ben c'est ce que j'ai expérimenté par la suite. Vraiment, là, ma santé, j'ai pas juste récupéré, là, j'ai une santé que j'avais pas à 15 ans, à 20 ans. Puis ça, j'ai jamais cru ça possible. Donc, je veux vraiment rendre l'information accessible pour que chaque femme, chaque couple, chaque famille puisse prendre des décisions qui soient éclairées par rapport à leur santé, par rapport à leurs habitudes de vie, leur alimentation, pour vraiment vivre l'expérience de la maternité qu'ils souhaitent vivre ou de la parentalité qu'ils souhaitent vivre. Parce que tu vois, c'est ça. J'étais doula, je pensais que j'avais toutes les informations, puis que, tu sais, je faisais la bonne chose en prenant juste une multivitamine prénatale. Puis non, c'était pas suffisant. J'avais pas fait les bonnes choses pour ma santé. Puis, ben, je l'ai payé cher. Ouais, je pense que c'est important d'avoir accès à ces informations-là pour pouvoir prévenir ça. Et oui, et puis tu parlais même aussi de la phase de préconception. Alors cette phase, personne n'en parle jamais. Personne n'en parle jamais de la possibilité de mettre des choses en place, notamment par l'alimentation, pour être en meilleure santé possible, mais aussi pouvoir vivre une grossesse de la meilleure façon possible, donc à la fois en forme, mais aussi avec certainement, j'imagine, moins de frayeur quant à ce qui se passe pour le bébé, notamment quant à une éventuelle fausse couche, puisque si on a un corps qui est en santé, qui est équilibré au niveau des nutriments, ça permet aussi au système hormonal d'être bien équilibré et de pouvoir soutenir correctement une grossesse.
et ça c'est toute une période dont on ne nous parle jamais. C'est vrai que les recommandations classiques quand on découvre qu'on est enceinte, c'est de prendre des vitamines pour soutenir la grossesse, de prendre de l'acide folique pour faire en sorte que les anomalies du tube neural n'aient pas lieu. Mais ça, pareil, je pense qu'il y a des choses à faire en préconception aussi. Et puis, c'est surtout arrêter de manger du cru, arrêter de manger des œufs pas assez cuits, ne plus manger ci, ne plus manger ça, et puis se contenter finalement de choses. On a tout un tas de restrictions quand on découvre une grossesse, parce que on nous fait peur avec plein de risques potentiels qui pourraient arriver. Et justement, alors quels sont les risques dont on nous parle justement avec ce genre de recommandations? Quels sont les risques potentiels qu'on met en avant dans les recommandations, je vais dire classiques, celles qui sont recommandées par la majorité des médecins et des nutritionnistes? Quels sont les risques réels pour la mère, pour le bébé? Et on verra par la suite, à tes yeux, quel risque on prend en fait à faire ça. Oui. Tu vois, je vais y aller comme englober un peu tout ce que tu viens de dire parce que c'est vraiment très intéressant. Il y a en effet des recommandations pour les femmes dans la grossesse. Donc, ce que tu nommais là, au niveau de l'alimentation, on va éviter les œufs crus ou qui sont pas tout à fait cuits, les produits laitiers qui sont non pasteurisés, les fromages à pâte molle, les poissons qui sont riches en mercure, les poissons, les fruits de mer crus, les viandes crues ou qui sont pas suffisamment cuites. On va aussi recommander d'éviter le foie. Puis on va dire de prendre, c'est ça, une multivitamine qui comprend l'acide folique. Donc ces recommandations, qu'est-ce qu'elles font? Elles encouragent les femmes enceintes à éviter les aliments qui sont les plus riches en nutriments, en fait. Puis c'est là qu'il y a un problème, parce que l'évitement de ces aliments-là va augmenter les risques de carence nutritionnelle pendant la grossesse. Puis ça peut amener toutes sortes de problèmes. Donc, tu parlais d'hormones dès la préconception, là, d'avoir des carences en nutriments, ça vient déstabiliser les hormones, ça peut avoir un impact sur la fertilité. Puis même si on réussit à devenir enceinte, ça suffit pas de devenir enceinte, il faut être capable de préserver la grossesse. Donc il y a encore tout ce facteur hormonal-là qui joue dans les premières semaines au niveau, des hormones pour maintenir la grossesse. Donc on a besoin, de tous les nutriments nécessaires, on a besoin d'avoir une bonne santé, puis un bon équilibre hormonal avant de devenir enceinte pour que le premier trimestre se passe bien. Ensuite, pendant la grossesse, on risque des carences nutritionnelles tant pour la mère que pour l'enfant. Puis ça vient jouer sur le développement de l'enfant pendant la grossesse. Puis si l'enfant, il a pas le bébé en développement, il a pas tout ce qu'il lui faut, le corps va comme essayer de naviguer pour qu'il y ait juste assez pour se développer, puis que, mais en gardant la mère en vie. Mais il est prêt à faire des sacrifices à certains endroits pour essayer de garder les deux en vie. Quand la grossesse s'est installée, le corps, ce qu'il veut, c'est essayer de l'amener jusqu'au bout, c'est sa fonction. Donc, il va aller chercher les nutriments manquants dans le corps de la mère, dans son cerveau, dans ses dents, dans ses yeux, toutes ces choses-là. Fait que c'est de là que il y a certaines femmes qui vont connaître une déminéralisation puis des caries, une perte de vue, ou qui vont, ce qu'on appelle le mommy brain, là, puis qu'on normalise, qu'on agit comme si c'est commun. C'est comme si c'est normal. En fait, c'est pas normal, c'est commun. Mais c'est pas normal qu'on se sente comme ça. On n'est pas supposé, avoir ce brouillard mental en grossesse ou après l'accouchement. C'est signe qu'il y a quelque chose qui manque en quelque part. Puis il y a des études qui viennent indiquer que les femmes qui vont limiter leur consommation d'aliments qui sont potentiellement contaminés par la listeria risquent de manquer de nutriments qui sont cruciaux comme les folates. Contrairement à l'acide folique, là, le folate, c'est la vraie forme naturelle qui est biodisponible dans l'alimentation, alors que l'acide folique, c'est la version synthétique qu'ils vont mettre dans les multivitamines, puis qui est pas
qui est pas biodisponible du tout. Le fer, la vitamine E, puis le calcium, tu sais, puis dans les os aussi, là, le calcium, quand il en manque, le corps va aller chercher dans les os de la mère pour bâtir le bébé. C'est comme si on a cette croyance que les enfants, c'est la cigogne qui les amène. Je veux dire, même quand on est doula, qu'on a vu des enfantements, il y a quelque chose de magique à ça, non? Comme un homme et une femme s'unissent, puis il y a un enfant qui naît, c'est beau, c'est magique. Puis je me souviens avoir pensé plusieurs fois en grossesse, comme c'est beau, comme c'est magique. Cet enfant-là qui se forme à partir de, tu sais, d'un ovule, d'un spermatozoïde, c'est microscopique, puis il grandit, puis sans vraiment réaliser que non, c'est pas juste l'ovule puis le spermatozoïde. Après ça, on le nourrit pour qu'il grandisse. Déjà, dans le ventre de sa mère, on nourrit le bébé. Donc, ce que la mère mange a une grande importance. Et si elle a pas tous les nutriments, ben on va aller les chercher dans son corps, dans sa constitution. Fait que c'est pour ça que il y a comme cet enjeu au niveau de ces recommandations d'éviter les aliments qui sont les plus riches en nutriments parce qu'en fait, la femme a tellement besoin de nutriments pendant sa grossesse, tellement besoin, déjà dès la préconception, en grossesse, encore en allaitement, puis dans le postnatal, parce que chaque grossesse demande énormément de ressources, puis elle a besoin de faire ce qu'il faut, tu sais, pour que son corps retrouve une santé, pour qu'il préserve la santé. Puis en contrepartie, ben, c'est quoi les risques? C'est des risques d'infection, des risques de contamination alimentaire. Mais oui, ces risques-là, ils sont... Les recommandations qu'on nous donne, c'est donc d'éviter tous les aliments que tu as cités pour éviter l'histériose, toxoplasmose, salmonellose, j'imagine aussi. Et quels sont les risques réels en fait de ces maladies et est-ce que la contagion est réellement, est-ce que c'est quelque chose qui arrive réellement souvent? Est-ce que pour faire la balance ensuite bénéfice-risque en fait, comment? Oui, oui, c'est ça. C'est tellement important que chaque femme prenne la décision pour elle-même en faisant la balance bénéfice-risque, comme tu viens de le dire. C'est vraiment important que chaque personne prenne sa propre décision, que cette décision-là soit libre et éclairée, c'est-à-dire d'avoir considéré les bénéfices, les risques et les alternatives. Donc, j'ai amené avec moi quelques statistiques parce qu'en fait, ce risque-là, il est très faible, mais c'est à chaque personne de décider s'il veut prendre le risque ou pas. Puis c'est important de comprendre que de l'autre côté, il y a le risque de carence en nutriments. Puis de faire la balance entre ces deux risques. Les chances qu'un œuf contienne du salmonella sont estimées entre 1 et 12 000 ou 1 et 30 000. Fait autrement dit, là, c'est très rare. Puis les chances sont 7 fois plus faibles si les œufs viennent d'une ferme biologique de poules qui sont élevées au pâturage, donc en nature, là, pas dans des cages des industries, là. 7 fois plus faible. Fait que c'est encore vraiment plus rare comme risque. Pour ce qui est du lait cru, parce qu'on en entend souvent parler là, que le lait non pasteurisé et tout ça, mais il est associé seulement à 0,4% des cas de maladies d'origine alimentaire. Donc, c'est vraiment très mince. Puis ça, c'est des statistiques qui viennent des États-Unis, dans des États où c'est légal. Où c'est légal. Parce que, on va souvent me dire, oui, mais c'est 0,4 parce que c'est illégal. Mais non, c'est des statistiques qui viennent d'États aux États-Unis où le lait cru est légal. Alors oui, parce que c'est vrai que ça, je me suis fait la réflexion sur un des posts que tu avais partagé un jour en story. Aux États-Unis et au Canada, il y a certains endroits où le lait cru est illégal. En fait, au Canada, partout, c'est illégal. On n'a vraiment pas le droit nulle part au Canada. Ils sont vraiment très sévères sur ça. Donc, pour se procurer du lait cru, ben, il faut soit avoir des animaux de ferme ou connaître quelqu'un qui a des animaux de ferme, mais encore là, cette personne-là, elle prend des risques d'un point de vue juridique. Il y a différentes stratégies que les gens ont trouvées, comme d'acheter une vache en groupe. Donc, si on est
30, 50 personnes à payer pour cette vache. Elle nous appartient tous un peu. Et donc, on a tous le droit à son lait. Il y a différentes stratégies comme ça que les gens y trouvent, un peu comme un principe d'une coop. On est tous propriétaires. Puis, tu sais, il y a des façons de détourner, mais encore là, il y a eu des procès, tu sais, par rapport à des situations comme ça. Il y a beaucoup de régimes de peur autour d'un point de vue juridique. Au Canada, c'est vraiment très sévère, la vente de lait cru. Aux États-Unis, il y a plusieurs États où la vente de lait cru est légale. Il y en a où c'est illégal, mais il y a plusieurs États où c'est légal, puis très accessible. Je connais, tu sais, j'ai des amis qui vont passer les douanes au moins une fois par mois pour aller acheter des grandes quantités de lait cru. Tu sais, ben, le maximum qui est possible de passer aux douanes. Puis qui vont rentrer à la maison puis le congeler. Bon, ça demande beaucoup de déplacements, Ouais. ça engage vraiment beaucoup, mais il y a différentes façons d'aller chercher. Alors en France, c'est légal hein, d'en consommer, d'en vendre, mais c'est très peu répandu parce que certainement les lobbies, j'imagine. Il y a eu quand même, c'est très peu vendu en fait hein, dans les magasins aujourd'hui. Voilà, il faut trouver un magasin bio qui aura peut-être une référence, voilà, de lait de vache cru, mais c'est pas ce qui se vend en majorité. Mais alors du coup, moi ma question c'est pourquoi est-ce que c'est illégal et si sévèrement puni au Canada? Ben là, ça, on rentre dans des questions politiques, je pense. Le message qui est transmis, c'est le risque de contamination. Puis c'est vrai qu'il y a eu une époque où il y a eu un problème, où il y avait des grandes difficultés financières, puis les conditions, c'était très insalubre. Puis il y a eu des maladies, ça s'est répandu. Par contre, aujourd'hui, on n'est plus dans ces situations-là. C'est sûr qu'un endroit insalubre où la vache est malade, ben c'est propice à ce que son lait contienne, tu sais, puis nous transmette des infections. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité d'aujourd'hui? Tu sais, est-ce qu'on est encore dans ces périodes de grande misère, avec une grande pauvreté, une insalubrité? Non, plus du tout. Puis je pense que c'est aussi un point important à aborder. Si on décide de se procurer du lait cru, on doit savoir d'où il provient. On doit savoir comment il a été stocké, comment il a été conservé, il date de quand, tu sais, c'est quoi les conditions d'élevage des animaux. Il faut se poser toutes ces questions-là par rapport au lait qu'on va être capable de se procurer. Puis ça, c'est valide partout dans le monde, même où c'est légal, hein. C'est important de se poser des questions par rapport à la provenance des aliments qu'on achète. C'est vraiment ça, tu sais, qui est le plus important. Pas nécessairement de consommer, en tout cas, à mon avis, à moi, là, on devrait plus se soucier de comment c'est entreposé, comment c'est stocké, conservé, puis la provenance, puis les conditions d'élevage, que de juste rayer tout ce qui est cru. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas ce qui se fait le plus, la provenance, se poser la question de la provenance. Alors, de plus en plus, on va se poser la question, surtout qu'en France, maintenant, je crois qu'il y a obligation, et notamment dans les restaurants, d'afficher la provenance des viandes, des poissons, des choses comme ça. Alors, la provenance, c'est le pays, hein. Ça veut pas dire que on sait les conditions d'élevage. Ouais, non. J'ai rêvé pendant quelques secondes. L'ascenseur émotionnel. Ça veut pas dire qu'on connaît les conditions d'élevage et tu vois, je me suis fait la réflexion même l'autre fois à la boucherie où bah du coup c'était écrit d'où venaient les viandes, mais absolument pas comment elles étaient élevées, absolument pas ce que les animaux mangeaient. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle à la population la plus large, quand on va parler de provenance, bah ça va être le supermarché, quoi. Et on se pose pas forcément la question d'aller plus loin que ça. Donc c'est vrai qu'il y a très peu de viande qui est élevée ici sur nos terres là. Puis je pense que c'est pareil en France là, mais au Canada aussi. Puis en fait aussi j'avais entendu que t'en parles puis ça me revient, mais que quand il est écrit que la provenance c'est le Canada, il faut pas nécessairement s'y fier parce que la bête aurait pu être élevée ailleurs. Être tout le processus d'élevage, mais elle a été transférée juste à la fin, elle a été finie au Canada, tuée au Canada, puis on va pouvoir dire que c'est une viande de provenance canadienne.
D'accord. Mais en fait, tu sais, elle provient pas du Canada. Elle a juste été abattue sur place, découpée sur place, puis vendue sur place, mais elle vient pas d'ici. Puis bon, c'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup de bénéfices à manger local, comme c'est vraiment vraiment très bénéfique. Puis je pourrais rentrer tellement en détail là-dessus, mais de manger autour, tu sais, dans un périmètre le plus proche possible de chez nous. Moi, la seule chose que je vais consommer, à part quelques petites exceptions par-ci par-là, là, parce que c'est bien aussi d'avoir une flexibilité, mais les seules choses que je vais consommer qui proviennent vraiment de grandes distances, c'est les fruits de mer, les poissons, les fruits de mer, parce que j'ai pas accès à des fruits de mer ici. Puis, bref, quand on regarde ancestralement, les personnes se nourrissaient vraiment avec ce qu'il y avait local, et s'il y avait pas accès à des poissons fruits de mer, c'était des aliments tellement riches en nutriments qu'il allait pas manquer cette nourriture-là. Il y avait une personne de la communauté qui était mandatée pour faire le long voyage, puis aller chercher des quantités de fruits de mer, puis les ramener. Puis, c'était donné en priorité aux personnes, aux couples en préconception qui allaient bientôt concevoir, aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, puis aux enfants en développement, donc généralement avant 5-6 ans. Donc, ça démontre à quel point c'est des aliments importants, puis que si on n'a pas ça à 10, 15, 20 kilomètres de la maison, ça vaut la peine d'aller le chercher plus loin. Mais sinon, en général, je fais vraiment très attention à ce que les aliments que je consomme viennent le plus près possible de chez moi. Puis pour ça, ça nécessite justement, comme tu disais, de ne pas consommer seulement qu'est-ce qu'il y a au supermarché. De commencer à essayer de créer des liens avec les fermiers locaux. Puis ces fermiers-là, ils sont généralement très heureux de nous accueillir, de nous présenter leur travail, les conditions d'élevage des animaux, de discuter avec nous, de répondre à nos questions. Puis ensuite, ça crée des liens, ça crée des amitiés et puis de la collaboration. Puis en fait, quand on se tourne vers ces options-là, je pense que c'est là qu'on commence vraiment à connecter à la terre, connecter à ce qu'on mange et à retrouver notre santé. Parce qu'en fait, tu sais, à l'épicerie, je me souviens plus c'est quoi exactement le chiffre, mais c'est comme presque la totalité des aliments qu'on trouve à l'épicerie sont transformés ou ultra transformés. C'est vraiment pas la meilleure option. Mais c'est ce qu'on a appris, on a grandi comme ça pour la plupart. On a grandi comme ça. Tu vois, moi, je me considère vraiment chanceuse. Mon père, il est français, il a immigré ici, je me souviens plus avec quel âge, mais tu sais, vers le secondaire, comme quand même assez âgé pour dire que il y a des souvenirs de comment c'était en Europe, puis il me parle tout le temps des marchés en Europe. Pour lui, c'est comme tellement des beaux souvenirs. C'est très peu commun au Québec. Puis, mais quand j'étais petite, le dimanche, il m'amenait, puis on allait à la poissonnerie, à la comment on appelle ça? Mais tu sais, là où tu vas acheter les fruits, j'ai un blanc, mais en tout cas, à la fruiterie. À la fruiterie. Hein? Chez le primeur. Ah oui, ok, super, nous on n'appelle pas ça comme ça, mais tu sais, c'est ça, on faisait plein de petits endroits, puis on allait acheter les épices dans un magasin qui ne vend que des épices, puis tu sais, on faisait plein de petits endroits. J'ai jamais grandi en allant à un seul endroit comme l'épicerie, mais tu sais, c'est très peu commun au Québec qu'une personne soit élevée sans jamais aller, tu sais, dans les supermarchés super accessibles, tu sais. Donc ça m'a quand même été utile dans le sens où après, quand j'ai contacté des fermes, c'était comme un retour vers mes sources, tu sais, de retourner vers cette habitude d'aller à différents endroits, mais c'est très peu commun au Québec. Les gens vont beaucoup à l'épicerie, et puis en fait, il y a cette déconnexion-là avec notre nourriture, avec ce qu'on mange. On n'a aucune idée d'où ça provient, de quelle façon c'est élevé. Puis encore là, même quand il est écrit de quel pays ça provient, ça n'en dit pas tellement, tu sais, ça veut pas dire grand-chose. On sait pas ce qu'ils ont mangé, tout ça. Fait, bref, de reconnecter, d'aller rencontrer le boucher, puis à la poissonnerie, puis aussi les fermiers autour. C'est vraiment un beau retour. Puis même si au début, ça peut paraître énorme comme changement, je veux dire, je me rappelle la première fois que j'ai contacté un fermier, j'étais tellement gênée de parler à quelqu'un. Tu sais, on n'a plus cette habitude-là. On va à l'épicerie, on parle à personne, on prend nos choses de façon autonome. C'était une grande sortie de zone de confort. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse de pas avoir cette attache à l'épicerie puis de devoir y aller comme plusieurs fois par semaine pour aller chercher de la nourriture, toujours au même endroit. En fait, nous ici, on va à peu près aux 6 semaines, puis on pourrait
on pourrait tirer ça encore plus. Là, on pourrait s'acheter un autre congélateur. Ça fait partie des objectifs. Bon, une chose à la fois, mais une fois par 6 semaines, je vais à la ferme, j'achète, tu sais, des grandes quantités de viande pour 6 semaines, puis je reviens avec des boîtes de carton que je remplis, que je mets dans le congélateur. Tu sais, le lait, j'y vais 7 à 10 jours approximativement, puis j'achète entre 11 et 25 litres de lait selon mes projets avec le yogourt, le kéfir, ces choses-là. Si je vais avoir de la visite ou pas. Puis, je ramène le lait à la maison, qu'on met en bouteille, qu'on met au frigo. Ça fait que j'ai beaucoup moins de sorties, puis ces sorties-là, elles sont vraiment nourrissantes. Et là, je parle pas d'alimentation, mais je veux dire comme enrichissantes. Ouais. On va là, puis on va à la rencontre, puis on voit les animaux. Tu sais, quand je vais chercher mon lait, je vois les vaches, je vois le fermier qui s'en occupe, je vois les conditions, j'en vois une qui se fait traire. Tu sais, il y a toute cette expérience-là, puis je suis vraiment fière de pouvoir offrir ça à mes enfants aussi. Tu sais, que ma fille, elle sache où on se procure le lait, où on se procure la viande, puis le bœuf que tu vois là-bas, ben c'est celui que tu vas manger dans 3 mois, puis tu sais, le lait que tu bois, c'est celui qui vient de se faire tirer juste là, puis il y a quelque chose de vraiment riche dans tout ça pour moi, puis tu sais, l'été, d'aller au marché d'été, puis d'aller chercher des légumes, puis que le fermier nous parle de sa cueillette, de comment ça s'est passé, tu sais, de dire waouh, comme sont vraiment belles tes échalotes, tu sais, c'est fou, j'ai jamais vu des belles échalotes comme ça. Puis ah oui, cette année tu vois la pluie, ça a détruit plein de cultures, mais tu vois les échalotes, ça s'est super bien passé, ça a été super profitable et bénéfique. Comme tu rentres à la maison puis ce que tu manges a une histoire. Puis tu sais la personne qui l'a cultivé, qui l'a cueilli, c'est tellement enrichissant. Puis si on ramène ça au sujet qu'on discutait, ben ça amène aussi à savoir d'où proviennent nos aliments, puis ça permet d'éviter justement des cas de maladies alimentaires, parce que on sait d'où proviennent nos aliments, on sait dans quelles conditions, tu sais, les animaux ont été élevés ou les légumes ont été cultivés, parce que les légumes aussi, c'est source de maladies alimentaires, hein, on n'en parle pas beaucoup, mais ouais. Donc, on parlait tantôt de lait cru, il est associé seulement à 0,4% des maladies d'origine alimentaire, puis la plupart des cas d'origine alimentaire qui sont liés à des produits laitiers proviennent de lait et de fromage pasteurisé. Ah ouais. Mais ça, on l'entend pas, c'est pas crié sur tous les toits. Non, effectivement. Effectivement, c'est vrai qu'on nous fait peur, nous, voilà, avec... pas de fromage au lait cru, pas de le beurre, le lait, tout ça, les yaourts. Bon, de toute façon, c'est pas forcément très facile à trouver. À part le fromage, en France, ça c'est facile à trouver. Mais on nous fait peur donc avec toutes ces maladies, sans savoir quels sont vraiment les risques. Moi, par exemple, tu me dis, ce que je te disais pendant ma première grossesse, on m'a dit bon voilà, tu es enceinte maintenant, les œufs, il faut qu'ils soient durs, il faut que le jaune il soit cuit entièrement, il faut que pas de lait cru, pas de fromage au lait cru. Et en général, on dit oui, mais en fait, pour quelle raison? Pourquoi est-ce que on ne devrait pas manger ces aliments-là? Donc, pour éviter ces risques d'infection, qu'est-ce qu'elle pourrait provoquer pendant la grossesse? Quels sont les risques de ces infections-là pendant la grossesse pour la mère et le bébé? Tu sais, il y a des risques de fausses couches puis de mortinescence. Le risque, il est majeur. Ça, j'enlève pas ça. Il y a réellement un risque. Mais après, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est important que chaque femme prenne dans la balance ce risque-là. C'est quoi le risque réel? Comme oui, c'est grave. Puis c'est pour ça qu'on réussit à nous faire peur avec ça. C'est parce que c'est très grave les conséquences qui peuvent survenir s'il y a une infection. Mais c'est quoi les chances que ça se produise? Puis en contrepartie, c'est quoi les chances que j'ai des carences nutritionnelles et donc que le développement de mon bébé et ma santé soient menacés si j'évite ces aliments-là? Et le risque est de presque 100%. Alors là, c'est là qu'il faut se poser des questions. Puis, il y a notre corps qui nous parle. Je veux dire, je sais pas toi, moi, enceinte, j'avais des cravings, des rages, des grosses envies de manger du jaune d'œuf cru, des sushis, du sashimi, des fromages à pâte molle. Puis je comprenais pas et je pensais que c'est peut-être parce que c'est interdit que j'en ai envie.
Mais en fait, ça allait beaucoup plus loin que ça. Puis je le réalise aujourd'hui, comment mon corps me parlait fort. L'envie, elle était vraiment forte. C'était comme obsessionnel. Et j'ai réussi à taire ces envies-là, mais pas si facilement. Je veux dire, ça m'a marqué. Et je t'en parle aujourd'hui, puis je suis comme, ah ouais, c'était envahissant. Ben, le corps, il parle, tu sais. Puis c'est important de l'écouter. Après, si on veut minimiser les risques, c'est ça. Tu sais, ça revient à connecter à notre nourriture, puis de savoir d'où elle vient, d'où elle provient, comment elle est stockée. Puis en fait, tu sais, c'est ça qui est vraiment pertinent, c'est que si on regarde les nouvelles recommandations, ce que les plus récentes études suggèrent, c'est dans ce sens-là que ça va. Tu sais, il y a un article dans un journal canadien qui parlait de ça, puis qui disait qu'en fait, c'est plutôt punitif, tout ce qu'on empêche aux femmes de manger. Puis qu'on devrait plutôt amener la question sur le stockage, la conservation, tu sais, la provenance des aliments. Ouais. Puis, j'aimerais ça te citer, là, je vais prendre mon papier puis je vais te le lire, parce que je trouve que vraiment c'est important d'avoir au mot juste. Les plus récentes études suggèrent que des normes améliorées et une surveillance accrue ont réduit la prévalence des aliments contaminés dans les épiceries. Par conséquent, il n'est plus nécessaire pour les femmes enceintes d'éviter des aliments tels que les charcuteries et les fromages à pâte molle associés à la listeria, les œufs à cuisson douce associés au salmonella, ou le sushi et le sashimi. Et ça poursuit comme ça en disant que vraiment, ce qui est pertinent de regarder, c'est la provenance de l'aliment, le stockage, la conservation. Et que c'est dans ce sens-là qu'on devrait aller. Puis, il y a vraiment plusieurs études qui démontrent que ces recommandations-là ont causé beaucoup plus de tort que de bien pour les femmes enceintes puis pour le développement de leurs enfants, parce qu'on observe des carences nutritionnelles chez les femmes dans de très grandes proportions. Je veux dire, il y a 94% des femmes, 94% des femmes qui ne rencontrent pas l'apport quotidien recommandé en choline. C'est gros! C'est majeur, tu sais. Puis la choline, c'est un nutriment qui est particulièrement important en grossesse parce qu'il est directement lié au développement des bébés. C'est vrai que moi, la première fois où j'en ai entendu parler, c'était pendant ma grossesse. Je n'avais jamais entendu parler avant. Et pourtant, je me suis quand même intéressée à la nutrition, à ce que je mangeais. Mais ce nutriment-là, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était enceinte. Puis il suffit de 2 œufs avec les jaunes pour atteindre ton apport quotidien recommandé. Et avec les jaunes, par contre, plutôt coulant pour garder les nutriments. C'est ça. Parce que quand tu les cuis, ben comme tout, tout ce que tu vas cuire, tu perds une partie de nutriments. Puis il y a des fois où comme c'est correct là, mais c'est important d'avoir une portion de cru dans notre alimentation. C'est vraiment très important. Tu sais, au Japon, la consommation de poissons crus, c'est courant pendant la grossesse. Puis c'est pas seulement courant, c'est encouragé pour le développement fœtal optimal. Puis, quand on regarde les statistiques par rapport justement, tu sais, aux maladies d'origine alimentaire reliées à la consommation de poissons ou de fruits de mer crus, il n'y a pas plus au Japon qu'en Amérique. Et pourtant, ici, les femmes vont éviter, tu sais, avec beaucoup de ferveur, de manger des sushis, du sashimi, des poissons, des fruits de mer crus. Quand on regarde les poissons, les fruits de mer crus, lesquels vont causer le plus lesquels sont les plus grandes sources, dans le fond, de maladies d'origine alimentaire. Excuse-moi, je cherche mes mots. C'est principalement les huîtres, les moules et les palourdes. Encore là, c'est dans une très petite proportion, c'est vraiment mince. Mais quand il y a des problèmes avec les poissons puis les fruits de mer, c'est les huîtres, les moules et les palourdes. Moi personnellement, ce sont ceux que j'éviterais enceinte. Puis je compenserais avec toutes sortes d'autres poissons, fruits de mer, crus.
Mais ce sont ceux que j'éviterais de consommer. Enceinte, si j'avais à éviter enceinte. Puis tu vois, il y a des personnes qui vont pas du tout s'empêcher de consommer quoi que ce soit cru. C'est vraiment... Je suis pas venue pour dire que on devrait tous consommer tout cru. Tu sais, c'est pas ça le message. C'est important que ce soit compris. Ce que je dis, c'est qu'en fait, chaque femme devrait avoir accès aux informations pour prendre elle-même une décision qui est libre et éclairée en faisant la balance des bénéfices et des risques de chaque côté. C'est à éviter certains aliments, puis à les consommer. Exactement. Et alors, du coup, est-ce que aujourd'hui, avec le recul, maintenant qu'on est en train de se rendre compte que justement, tous ces aliments interdits étaient surtout liés à leur façon dont ils étaient conservés, à leur qualité propre, et que finalement, il y aurait plus de risques à s'en priver qu'à les consommer. Est-ce que aujourd'hui on s'est posé la question et est-ce qu'on peut évaluer quelles ont été les conséquences en fait d'une alimentation si peu riche en nutriments pendant la grossesse pour les femmes et les bébés? Alors pour les femmes, on sait, hein, comme tu le disais, voilà, ça peut être des affections au niveau des dents, des yeux. Tu nous as parlé du cerveau, une très très faible énergie, et chez les bébés, je pense qu'on a de plus en plus de maladies infantiles ou en tout cas de sensibilité, et notamment d'allergies alimentaires, de choses comme ça, d'eczéma ou des choses comme ça. Est-ce que ça peut être lié justement à cette alimentation pauvre en nutriments pendant les grossesses? Absolument, absolument. Tu sais, du niveau de la femme, là, c'est un peu ce que tu disais là, vu que on va aller chercher dans les réserves de la mère, donc dans ses os, dans son cerveau, dans ses yeux, ses dents. Il y a tout ça qui va écoper. Puis on va aussi le remarquer avec des déséquilibres hormonaux dans le postnatal. Vraiment j'ai beaucoup de clientes qui ont des déséquilibres hormonaux que c'est dans le postnatal, justement, parce que ils ont plus les nutriments qu'elles ont besoin pour avoir cet équilibre hormonal. Donc ça fait des conséquences vraiment majeures. Puis tu sais, on va voir aussi des fois des cas d'infertilité secondaire. Donc l'infertilité primaire, c'est quand on n'arrive pas à devenir enceinte pour une première fois. L'infertilité secondaire, c'est quand on a déjà eu une grossesse, on est devenu enceinte sans problème, on n'a pas été suivi en fertilité. Puis là, tout d'un coup, on essaie de devenir enceinte pour une deuxième fois. Puis là, ça fonctionne pas. Puis ça peut être dans les facteurs en cause. C'est souvent dans les facteurs en cause, en fait. Pour les enfants, il y a tout le développement. Donc, on voit beaucoup de difficultés au niveau du développement du cerveau des bébés. Il y a des risques aussi par rapport aux anomalies du tube neural que tu parlais tout à l'heure. Mais sinon, d'une façon plus générale, il y a tout le développement de la mâchoire qui va être impacté. Tu sais, quand on regarde ancestralement, les mâchoires, elles étaient vraiment plus grandes, il y avait plus d'espace, de l'espace pour toutes nos dents. Tu sais, je me suis posé souvent la question, puis quand je disais ça aux gens, parce que vraiment, c'était une question qui m'envahissait aujourd'hui, je comprends pourquoi, c'est comme tout était lié, mais j'ai souvent demandé aux gens, comme comment ça se fait qu'il faut qu'on nous enlève nos dents de sagesse? Ça fait pas de sens, non? La nature est bien faite. Pourquoi on a des dents qu'on n'a pas la place d'accueillir? Puis les gens ils me disaient juste, genre, tu réfléchis trop. On veut pas se les poser, hein, les vraies questions. Ouais, je crois. Mais c'est ça, c'est que quand on n'a pas tous les nutriments nécessaires, le développement de la mâchoire, il se fait pas pleinement. Et donc, il n'y a plus l'espace pour accueillir toutes les dents, ce qui va causer du chevauchement des dents, là, les dents qui sont croches, on a besoin d'appareils dentaires, où on va retirer les dents de sagesse. Il y a beaucoup de problèmes dentaires qui vont apparaître. C'est dans les premiers signes qu'on va voir. Il y a beaucoup de maladies de l'enfant. Je veux dire, tantôt tu parlais d'eczéma. C'est un signe d'un déséquilibre du microbiome du bébé. Donc, il y a un déséquilibre dans les bactéries, dans sa flore, puis on a un microbiome on pense que le microbiome, c'est chez les intestins, mais c'est pas le cas. Il y a un microbiome dans l'utérus, il y a un microbiome dans la bouche, il y a un microbiome sur notre peau, dans l'intestin. On a plusieurs microbiomes. Le microbiome de la peau, c'est un reflet identique du microbiome de notre intestin. Donc, si on a des problèmes de peau, comme de l'eczéma,
ces signes qu'il y a un déséquilibre dans le microbiome du bébé. Puis souvent, ça va apparaître déjà chez des bébés de moins de 5-6 mois, donc qui n'ont pas encore commencé l'introduction des aliments, que la seule source de nutriments, c'est l'allaitement. Mais là, tu sais, il y a tout ce déséquilibre-là dans le microbiome de la mère, c'est très interrelié. Il y a, tu sais, la naissance, où le bébé va être colonisé par tu sais, les bactéries de la flore de la mère, ou qu'il ne sera pas s'il y a une césarienne ou ce genre de choses-là. Puis ensuite, il y a l'allaitement ou s'il n'y a pas d'allaitement, tu sais. Puis encore là, quand il y a l'allaitement, si la mère elle a un déséquilibre, ben c'est cette flore-là qu'elle transfère à son bébé, donc une flore déséquilibrée. Fait que l'eczéma, ça va être très lié à ça. On va venir travailler la flore. Sinon, tu sais, il y a vraiment beaucoup de problèmes qui peuvent survenir. Puis pour les dents du bébé comme pour les dents de la mère, elles peuvent être déminéralisées. Puis tu vois, ça, c'est un problème que ma fille elle a, puis que je remarque autour de moi beaucoup. Des clientes, autant que des amis qui ont des enfants qui ont des dents déminéralisées. Puis tu vois, je parlais de ça avec mes parents, puis mes parents étaient comme, mais voyons, tu sais, j'ai jamais entendu parler de ça. Jamais. Comme quand t'étais petite, il y avait pas d'enfants qui avaient ce problème-là. Puis c'est vraiment quelque chose qui est comme en éclosion. Puis j'ai parlé avec mon dentiste, puis il me dit, en effet, il y a une grande augmentation de ces cas-là, c'est que on se déminéralise. On n'a pas suffisamment de nutriments dans notre alimentation et de génération en génération, c'est de pire en pire. Puis ces signes-là, c'est alarmant. C'est alarmant. Les dents de nos enfants qui s'effritent, là. Ils n'ont pas la couche d'émail nécessaire sur le dessus. Ils sont brunes, ils sont grises, ils cassent, ils s'effritent. Ma fille, elle a une dent, là, elle est rongée jusqu'à la gencive. Elle s'est effritée comme ça au fil du temps. Super prompt à la carie. C'est pas normal. C'est pas normal. Puis, tu sais, c'est le cas de ma fille, c'est le cas de d'autres, des enfants de d'autres de mes amis. C'est vachement répandu. C'est pas normal. C'est pas normal. Puis ça, c'est un signe alarmant que nos enfants manquent de nutriments. Donc, c'est important de se poser ces questions-là sur notre alimentation, puis sur l'impact sur le développement de nos enfants, puis éventuellement même de nos petits-enfants. Hein. Il y a cet impact transgénérationnel par rapport à quand on est enceinte, les nutriments qu'on va consommer, ça a un impact sur la santé de notre enfant, mais aussi de nos petits-enfants. Que les conséquences sont larges, ça vaut vraiment la peine de se poser la question si ces recommandations-là, on veut les suivre ou pas. Puis si on veut pas les suivre, c'est quoi les barèmes qu'on va se mettre pour quand même être en sécurité, tu sais, connaître la provenance de nos aliments, tu sais, le stockage, tout ça. Parce que c'est des aliments qui sont, tu sais, ceux qui est recommandé d'éviter, ce sont des aliments qui sont extrêmement riches en nutriments. Comme si on parle des œufs, ben c'est non seulement une bonne source de protéines, mais ils ont aussi une grande quantité de nutriments qui sont souvent manquants dans l'alimentation prénatale. Donc, ils contiennent entre autres la vitamine A, D, E, de la vitamine B12, la choline, du fer, du folate. Comme on disait tantôt, là, la choline, c'est particulièrement important en grossesse parce que ça va affecter directement le développement du cerveau du bébé. Puis un faible apport en choline, c'est aussi un facteur de risque d'anomalie du tube neural. Puis comme je te disais tantôt, là, il y a 94% des femmes qui rencontrent pas l'apport quotidien recommandé en choline. Donc, ça met vraiment l'accent sur l'importance de consommer des œufs. Les deux principales sources de choline, ça va être le jaune d'œuf et le foie qui est une autre des recommandations là, d'aliments à éviter. Le lait cru, de son côté, ben, c'est une excellente source de minéraux, de vitamines liposolubles, d'enzymes, de probiotiques. Puis là, tu sais, je veux te sortir des statistiques. Là, le lait pasteurisé, il perd jusqu'à 66% des vitamines A, D, E. Parce que quand on le cuit, tu sais, dans le fond, c'est ça, la pasteurisation, là, c'est qu'on va réchauffer le lait jusqu'à, tu sais, que les nutriments à l'intérieur, ils n'existent plus. Ils n'existent plus, ils sont plus là, tu sais, on le tue dans le fond, on enlève tout ça, parce que c'est vivant du lait, hein. Il y a plein, il y a tous ces probiotiques là dedans, les minéraux, les vitamines, puis on vient tuer tout ce qu'il y a à l'intérieur en même temps qu'on essaie de tuer de potentiels pathogènes. La perte de la vitamine C, elle est supérieure à 50%. La chaleur, ça va aussi affecter les vitamines hydrosolubles. Ça peut les rendre de 38 à 80% moins efficaces. Il y a des vitamines B6, B12 qui sont complètement détruites
lors de la pasteurisation. Donc, du lait pasteurisé, il n'y a plus de vitamine B6, B12. Il y a la lactoferrine aussi qui est complètement détruite dans la pasteurisation. Ça en va de même pour les enzymes bénéfiques, les anticorps, les hormones. Puis la pasteurisation va aussi détruire la lipase. La lipase, c'est une enzyme qui va décomposer les graisses. Donc, ça va venir altérer le métabolisme des graisses, puis la capacité d'absorber correctement les vitamines A et D qui sont liposolubles. Fait que tu sais, c'est majeur là, le fait de pasteuriser le lait. On vient créer une grosse perte de nutriments. Si on regarde le foie, c'est une multivitamine naturelle. Il y a tellement de nutriments dans le foie, presque tous les nutriments que la science est capable d'identifier. C'est une des sources alimentaires les plus riches en folates, en vitamine B12. Le foie, c'est aussi incroyablement riche en vitamines liposolubles, donc les vitamines A, D, E et K. Puis ça, c'est tous des nutriments qui sont difficiles à obtenir autrement dans l'alimentation. Fait que de se priver de ça, on vient avoir un grand impact, tu sais, sur l'alimentation prénatale. J'aimerais ça faire le parallèle. Tantôt, je parlais là, du fait que c'est important aussi de connaître la provenance des légumes, des fruits et légumes qu'on mange, parce que eux aussi sont source de maladies d'origine alimentaire. Puis pourtant, on n'en entend jamais parler, je veux dire. T'as-tu déjà entendu un médecin recommander d'éviter de manger de la salade? Alors si en France, quand on est enceinte, on nous recommande de très bien laver tous les aliments qui proviennent de la terre, donc tout ce qui pousse dans la terre, et du coup d'éviter les crudités quand on est au restaurant, parce que on sait pas justement comment ça a été lavé. Ouais. Déjà c'est bien, et ça on n'a pas ça en Amérique, je veux dire au Québec, ça fait pas partie des recommandations. Puis pourtant les aliments d'origine végétale, principalement des fruits frais puis des légumes feuillus, sont responsables de 46% des cas d'intoxication alimentaire. Tu sais, si on fait le parallèle avec le 0,4% du lait cru, c'est quand même frappant. Puis nous ici, il n'y a jamais personne qui va nous dire d'éviter la salade, tu sais. Puis c'est drôle parce que nous, au Québec, en tout cas, dans les dernières années, c'est arrivé, tu sais, qu'il y a des breakouts de maladies d'origine alimentaire. Puis, on en entend parler à la télévision, là, évitez tous ces aliments-là. Si vous les avez chez vous, jetez-les, tu sais, comme, consommez pas ça. Et c'est tout le temps de la laitue. Tout le temps. J'ai jamais de toute ma vie entendu un breakout alimentaire que c'était comme du poisson, du lait, des œufs. C'est tout le temps de la laitue. Puis pourtant, ici, on nous recommande pas, tu sais, d'éviter la laitue pendant, tu sais, les légumes feuillus, les fruits frais pendant la grossesse. Puis je trouve que ce parallèle-là, il est intéressant, tu sais, parce que, on s'entend, chaque aliment qui pousse naturellement sur notre terre a son intention, a son utilité, c'est pertinent, tu sais, comme je disais, la nature est bien faite, puis tout a lieu d'être, mais c'est pas particulièrement riche en nutriments. C'est juste une bonne hydratation de la laitue, tu sais. En été, quand il fait vraiment chaud, on vient chercher d'hydratation qui est structurée, mais c'est pas riche en nutriments, c'est pas pertinent, tu sais, pour les nutriments de manger de la salade. Ça va pas aider à avoir une grossesse en santé, un postnatal équilibré ou tu sais, des enfants qui ont un bon développement sain. Mais ça, on nous empêche pas de manger. Ça, on enlève du coup dans l'alimentation les nutriments les plus intéressants et ceux dont on a le plus besoin, et on remplace par toutes les multivitamines, tous les compléments qu'on va nous recommander pour justement compenser cette alimentation pauvre en nutriments. Ouais. Puis c'est intéressant que tu parles de ça, tu sais, de cette recommandation de prendre des vitamines et suppléments pour compenser le manque de nutriments dans l'alimentation, parce que c'est les gens ont l'impression que c'est comme une assurance, que c'est une sécurité. Je prends une vitamine, donc j'ai pas de carence. Mais c'est pas vrai. En fait, il y a beaucoup de marketing derrière les vitamines, les suppléments, comme les médicaments pour les vendre, tout ça, mais c'est pas une garantie qu'il y aura pas de carence, tu sais. C'est important de prendre la biodisponibilité en compte. Puis quand c'est synthétique, comme ce l'est dans la plupart des vitamines et des suppléments, le corps va pas l'absorber, le digérer aussi bien. Donc ça vient
avec ce risque-là, tu sais, de prendre une multivitamine, ça vient avec toutes sortes de risques, hein, parce que quand on prend un nutriment de façon isolée, on n'a pas ces cofacteurs qu'on a besoin pour l'absorber, donc on vient créer des carences de d'autres nutriments. Non, la nature, elle est bien faite. Quand on va consommer du foie, par exemple, il vient avec tous ses cofacteurs. Tu sais, tous les aliments qu'on consomme qui nous viennent de la terre, ils sont présents avec leurs cofacteurs pour qu'on les absorbe puis qu'on les digère vraiment bien. Tandis que quand on va aller prendre une vitamine, elle est isolée, donc elle fait pas son travail pleinement, on va pas pleinement aller l'absorber, la digérer. Puis en plus, elle est synthétique. Donc, les chances sont fortes qu'on puisse pas du tout, tu sais, aller la chercher pour la plupart d'entre nous. Tu sais, je pense à l'acide folique, entre autres, là, il y a plus que 60% des personnes qui peuvent pas aller comme utiliser l'acide folique. Et donc, ils ont vraiment besoin de folate. Ah oui, c'est le MTHFR, là, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, le problème avec ça, c'est que ça crée une sécurité. La personne, elle prend ce supplément-là, donc elle se sent en sécurité. Elle pense qu'elle a tout, tu sais, l'acide folique qu'elle a besoin pour son bébé, pour le protéger tu sais, des facteurs de risque. Mais pendant ce temps-là, elle n'est pas en train de regarder de quelle façon est-ce qu'elle devrait aller chercher dans son alimentation. Elle n'est pas en train de regarder de quelle façon elle pourrait enrichir son alimentation pour répondre aux besoins de son bébé parce qu'elle a ce sentiment de sécurité. Mais est-ce qu'elle a été informée que 60% des personnes qui prennent ce supplément-là, ils réussissent pas à en tirer quoi que ce soit? Puis Non, là, ça vient avec les conséquences, mais pas les bénéfices. Fait que pourquoi, tu sais, tout le temps se tourner vers quelque chose qui est synthétique quand notre terre nous offre absolument tout ce qu'on a de besoin? J'allais te poser la question justement de, voilà, toi avec ton expérience, avec tes études, avec toutes tes lectures, ce que tu as été chercher. Bon, je pense que la réponse est assez évidente, hein, mais à ton sens, est-ce que tu peux expliquer pourquoi justement ces recommandations, alors que en plus on est en train de se rendre compte que c'est pas vraiment pertinent? Pourquoi ces recommandations sont toujours généralisées, toujours celles qui sont données aujourd'hui? Comment est-ce qu'on n'est pas en train de rééquilibrer un peu la balance? J'ai tellement d'idées autour de ça, mais je veux dire, je pense que c'est la même chose, tu sais, dans le monde de la maternité, de la grossesse, de l'accouchement, là, si on sort du monde de la nutrition, puis qu'on y va plus dans le monde, tu sais, de la préparation à l'accouchement, de l'accouchement, puis tout le vécu en grossesse, accouchement, postnatal, il y a beaucoup de choses, tu sais, que les études démontrent que c'est pas... Il y a des études plus récentes qui vont suggérer, par exemple, que c'est pas nécessaire de faire une épisiotomie, que ça cause plus de tort que de bienfaits. Et pourtant, tu sais, quand on va dans les hôpitaux, qu'est-ce qui est pratiqué? Ben, on va très souvent voir que l'épisiotomie est pratiquée. Comme s'il y avait pas ce lien direct entre les études, la science, puis ce que les médecins pratiquent, quand pourtant ce sont des hommes de science. Il y a aussi des études qui vont démontrer que ça prend, je pense, 7 ans avant que des études soient sorties pour que les recommandations soient réellement appliquées dans la vraie vie. Puis ensuite, tu sais, après toutes ces années à naviguer dans le monde de la maternité, puis maintenant, tu sais, dans le monde de la santé, donc oui, l'alimentation, les habitudes de vie, il y a beaucoup de choses qui sont incohérentes. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont incohérentes, presque comme si on voulait pas qu'on soit en santé. Tu sais, c'est des questions que je pense que c'est important de se poser. Puis, quand on est trop occupé, tu sais, à vivre les vies qu'on veut qu'on vive, là, tu sais, à travailler pour un employeur plusieurs heures par jour, à être occupé, à pas avoir de temps pour soi, c'est très dur de prendre la responsabilité de sa santé, de se poser des questions, de faire des recherches. Mais ouais. Je pense que là, on rentre dans quelque chose de plus politique, mais... C'est sûr. Je pense que c'est multifactoriel. Je pense qu'il y a une partie que c'est le fait que ça prend un temps avant que les études soient appliquées. Tu sais, je reste que les médecins doivent aussi beaucoup apprendre de leurs prédécesseurs, tu sais, comme en stage avec, tu sais, je vais apprendre à faire de cette façon-là. Tu sais, on parlait de l'épisiotomie, ben si le
l'enseignant enseigne ça, c'est ce qu'il va apprendre. Donc, tu sais, il y a un délai avant que les études soient mises en... Je pense qu'il y a une partie aussi que, tu sais, l'industrie de la santé, c'est ça, hein, c'est une industrie. On l'oublie parfois. Ils font du profit quand on est malade. Ils font du profit quand on achète des médicaments. Puis maintenant, ils achètent beaucoup de compagnies de vitamines et suppléments. Ils font du profit aussi quand on achète des vitamines et suppléments. C'est une industrie. Puis cette industrie-là a pas envie de perdre ses clients, je pense. Tu sais, puis il y a une partie politique aussi dans tout ça. C'est vraiment multifactoriel. Puis c'est vraiment le système, je pense, qui est en cause, un problème systémique, et non pas, tu sais, chacun des individus qui prend part au système, qui oui, contribue, tu sais, de part et d'autre au problème, mais qui, je pense, est bien intentionné, tu sais. C'est vrai. C'est complexe comme question. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je pense qu'effectivement, ça demande des recherches complémentaires, mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, voilà, comme tu le disais, à un niveau politique, à un niveau des industries qu'il y a derrière tout ça, quoi. Donc c'est important du coup de pouvoir parler de ce genre de sujet et de pouvoir amener un regard différent, de pouvoir questionner aussi les recommandations qui sont le plus généralisées. Et donc toi, ce que tu pourrais recommander, préconiser pour une femme en préconception, enceinte, en postpartum et même en dehors de la maternité, toi, c'est ce qui s'appelle, j'imagine aujourd'hui, plutôt l'alimentation ancestrale. Oui, je pense que c'est vraiment très important que chaque personne se questionne par elle-même, regarde les informations qu'elle a accès, puis prenne une décision libre, éclairée en fonction de ces informations, mais aussi de son expérience. Tu sais, j'ai envie d'inviter les gens à en faire l'expérience par eux-mêmes. C'est ce qui m'a moi-même convaincue. Je me suis dit, tu sais, si j'essaye pas, je saurais pas. Donc, j'ai essayé. Et je les ai jetés, hein, les suppléments de fer synthétique qui m'aidaient pas du tout. Et tu ne prends plus. Oui, d'ailleurs, tu disais au tout début que tu prenais des médicaments depuis longtemps pour rester, avoir de l'énergie. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe c'était plus. C'était pour mon estomac, les médicaments que je prenais. D'accord. J'avais des problèmes digestifs depuis l'enfance. Tu vois, quand j'étais enfant, j'avais des problèmes comme d'ulcères d'estomac, perforation d'ulcères aussi. J'ai des souvenirs de vomir du sang à l'école, puis de supplier qu'on appelle mes parents pour qu'on me sorte de là, puis qu'on m'offre des soins, puis j'allais à l'hôpital, puis à l'hôpital, ils savaient pas, tu sais, ils m'ont fait voir un psychologue. J'avais 8 ans, je vomissais du sang, puis ils sont comme, on va la faire voir un psychologue. Ils savaient tellement pas ce qu'ils faisaient. Plus tard dans ma vie, je sais pas, vers 12-13 ans, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Puis, je le mentionne hein, parce qu'il y a comme une composante historique. Vers 12-13 ans, ma mère, elle a reçu un appel de l'hôpital. C'était un médecin qu'on connaissait pas. Puis, elle disait qu'il venait de découvrir une nouvelle maladie, si on peut dire, une nouvelle bactérie. Puis, qui appelait, tu sais, pour tous les dossiers que les symptômes correspondaient, mais que c'était classé comme non identifié, comme non résolu. Donc, elle réouvrait des vieux dossiers pour faire le test, voir si ça pourrait être ça. Elle m'a dit, c'est un simple test, tu vas souffler dans un tube, on va savoir si c'est ça. Donc, je suis allée, j'ai soufflé dans le tube, puis c'était ça, c'était la bactérie qu'on appelle le H. pylori. Puis moi, à ce moment-là, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'était répandu en Europe, mais pas au Canada. Qu'on n'avait pas ça au Canada. Donc, c'est pour ça que ça n'avait pas été identifié. Puis ça me serait venu de mon père, de ma grand-mère, parce qu'il y a eu de l'immigration d'Europe dans ma famille. Donc, on m'a dit, c'est un antibiotique, puis ça va partir. Sauf que moi, ça faisait déjà des années que je traînais ça. Puis cette bactérie-là, elle se développe dans un environnement où l'estomac est pas suffisamment acide. Puis, donc, il y a peut-être plusieurs personnes qui l'ont, mais c'est qu'elle va se développer quand l'estomac est pas suffisamment acide. Puis là, elle va venir causer des dommages dans la paroi de l'estomac, faire des ulcères, des perforations d'ulcères. Puis donc, je l'ai eu à ce moment-là. J'ai pris un antibiotique. C'est revenu plus tard. J'ai repris un autre antibiotique. Puis là, éventuellement, je pensais que c'était revenu. Je suis allée consulter. J'ai fait le test. C'était négatif. On m'a donné des médicaments pour baisser l'acidité de mon estomac.
Ce qui fait pas de sens, mais là, je le comprends aujourd'hui comme naturopathe. Tu sais, quand on a des brûlements d'estomac, c'est juste logique de se dire que ben, j'ai trop d'acidité, ça me remonte dans la gorge. Mais en fait, c'est pas ça. L'acidité, elle est pas trop haute, c'est juste qu'elle est au mauvais endroit. Je veux dire, l'estomac, il est fait pour prendre une grande acidité, mais la gorge, pas du tout. Donc, si ça remonte dans la gorge, c'est là qu'il y a un problème. Ça veut pas dire que c'est pas que c'est trop acide. En fait, souvent, c'est que c'est pas assez acide. Et c'est ce qui fait que ça réussit à remonter dans la gorge, c'est que l'environnement, il est pas adéquat. Puis là, ça fait qu'il y a des bactéries, il y a des gaz, puis le clapet qui ferme entre l'estomac et la gorge, il s'ouvre. Et donc, les reflux peuvent monter. De donner des médicaments qui vont baisser l'acidité pour ça, c'est vraiment c'est vraiment illogique, puis ça aggrave le problème. Puis j'ai pris ça pendant des années. J'ai consulté plusieurs fois, essayé de trouver la source du problème pour arrêter de prendre ces médicaments-là, régler le problème. Puis c'était pas le cas, ça allait en dégénérant tout le temps, mais bon, on augmentait la dose du médicament puis c'était contrôlé. Puis éventuellement, c'est ça, dans mon postnatal, quand j'ai commencé à réaliser que mon alimentation, mes habitudes de vie avaient un impact, puis que l'alimentation végétalienne n'était pas ce que j'avais de besoin, que je commençais à réintégrer de la viande, puis que je commençais à voir que ça allait mieux. J'ai comme eu un espoir que peut-être je pourrais trouver une solution naturelle pour régler ce problème-là. Puis c'était la première fois de ma vie que je ressentais de l'espoir par rapport à cette situation-là. Je suis allée consulter un naturopathe, une rencontre d'1 heure. Puis il a réglé des problèmes que je traînais depuis que j'avais 7-8 ans, donc depuis 20 ans, et que les médecins n'avaient jamais trouvé de solution. En 1 heure, il m'a donné toutes les clés pour que, 3 mois plus tard, je ne prenais plus aucun médicament pour mon estomac. Je n'avais plus de brûlement d'estomac, ou pratiquement plus. Aujourd'hui, j'en ai plus du tout. Donc, ça a vraiment été une expérience très enrichissante pour moi, puis ça m'a motivée aussi à aller dans ce sens de la naturopathie. J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à apprendre, puis qu'on a critiquement besoin de ça, tu sais, l'humanité, de retourner à nos sources. Tu sais, en fait, ce que ce naturopathe-là m'a dit, c'était rien qui d'original. Tu sais, je veux dire, mange la viande, mange biologique, réduis doucement la quantité de médicaments que tu prends. Tu sais, il y avait pas de grand tour de magie, là. C'était juste de retourner aux sources. Puis ça a réglé tous mes problèmes. Au niveau de l'énergie, j'ai juste toujours été comme un peu plus fatiguée quand j'étais jeune. Tu sais, j'aurais voulu avoir l'énergie d'une super-héroïne que j'avais pas. Puis, tu sais, d'un côté, je me disais, ça doit être comme ça pour tout le monde. On a une to-do list, tu sais, tellement longue. Puis finalement, on n'a tous pas l'énergie d'aller au bout de notre to-do list dans la journée, mais c'est ça, le fait que tout le monde est dans cette situation-là, c'est pas normal. Puis aujourd'hui, j'ai de l'énergie pour faire ma to-do list et en faire plus. Je veux dire, je peux travailler du réveil au coucher sans problème, puis au travers de tout ça, tu sais, aller prendre une marche, aller nager, faire une activité avec ma fille, cuisiner, m'occuper de ma maison. J'ai l'énergie de tout faire. Je suis pas assise sur un sofa comme vraiment fatiguée de me dire « Oh, tu sais, j'ai besoin de m'accoter puis juste végéter. » Parce que je suis brûlée de ma journée, j'ai besoin d'un 3 heures à rien faire, mais pas, tu sais, non, ça démontre qu'il y a un déséquilibre en quelque part, tu sais, ce crash aussi en après-midi, tu sais, tout d'un coup, vers 2-3 heures, là, de se sentir complètement épuisé, de plus être capable de se concentrer, puis de se dire, je sais pas, moi, au travail, je me disais que c'était normal, qu'on ressentait tout ça, qu'une journée de 8 heures, c'était beaucoup, puis que, c'est normal qu'en après-midi, j'ai une petite fatigue, tu sais, mais je l'ai plus, cette fatigue-là. Comme vraiment, c'est pas juste. J'ai guéri mes carences au niveau de mes dents. La dent qui était toute en train de pourrir, j'ai eu besoin d'avoir une intervention. Mais tu vois, c'est drôle, mon dentiste, il était comme... Le premier dentiste m'a dit, il faut que je te fasse un traitement de canal. Il n'y a rien d'autre que je peux faire. Je suis allée voir un deuxième dentiste, il m'a dit, je peux te faire un plombage au lieu d'un traitement de canal, mais comme... Tu sais, c'est grave ton état, là. Je garantis pas, peut-être qu'une semaine après, il va falloir que tu viennes me voir pour un traitement de canal. Il m'a dit, il va falloir que tu fasses bien des prières. Puis, ça tient. Ça fait 3 ans, puis j'ai juste eu un plombage. Les autres caries, je les ai guéris avec le protocole Weston et Price. Donc, j'ai lu le livre Cure Tooth Decay du docteur Ramiel Nagel, qui est disponible seulement en anglais, par contre, mais
Mais il y a un truc vraiment cool, hein, dans la liseuse Kindle, on peut sélectionner du texte puis demander de traduire. Bon, c'est vraiment plus long, c'est pas super efficace, mais on se trouve des moyens. Moi, je suis complètement bilingue, mais tu sais, mon père, par exemple, il lit ses livres en anglais comme ça, parce que des fois, ben, tu sais, il y a des informations qui sont trop importantes pour passer à côté. Mais ça, j'ai mis en place ce processus-là, puis j'ai réussi à guérir plusieurs de mes caries. Puis c'est drôle, tu sais, la dernière carie... mon dentiste, il a changé de clinique entre-temps, fait que le dossier suit pas, il y a pas les radios. Puis là, je lui dis, OK, fait que tu sais, cette carie-là, tu sais, celle qui était sur cette dent-là, qu'est-ce qu'on fait avec, tu sais, est-ce qu'elle a empiré dans les 6 derniers mois? Puis il est comme, ben, t'as pas de carie, je sais pas de quoi tu parles. Puis je suis comme, ben oui, j'avais une carie, tu sais, sur cette dent-là, puis il est comme, non. Puis là, je suis comme, mais oui, mais j'ai dû la guérir. Puis là, il est comme, ça se peut pas guérir une carie. Je suis comme, OK, tu peux-tu faire venir mon dossier de l'autre clinique? Puis il me dit, ben moi, je suis pas autorisée, mais toi, tu peux appeler, fais venir ton dossier. En tout cas, tout le protocole, je fais venir mon dossier. Puis il est comme, il y a une carie. Elle est majeure. Et puis là, tu sais, comme toutes ses convictions étaient ébranlées. En tout cas, tu sais, j'ai réussi à régler ça. Ma vue, je suis allée chez l'optométriste, je viens de changer de paire de lunettes, là. Il y a ça peut-être, je sais pas, 1 mois ou 2. Puis l'optométriste, c'était comme, on voit très rarement ça, surtout à ton âge. Puis c'est parce que mon mari aussi, les deux, on a changé pour une prescription plus basse. Oh, wow! Comme il y a moins de force dans notre vue. Puis comme j'espère que ça va continuer à aller dans ce sens-là, puis que je vais pouvoir récupérer, mais elle était comme, tu sais, des fois, ça arrive comme une personne, puis je me pose une question, je me dis, ah, c'est bizarre, c'est pas dans... Elle dit, c'est excessivement rare, mais elle a dit, les deux? Ça, tu sais, ça amène tout ce chamboulement dans les croyances parce que ces professionnels-là qui disent qu'il y a rien que tu peux faire, ils font pas ça parce qu'ils sont mal intentionnés, ils le croient vraiment, c'est ce qu'ils ont appris à l'école et ils le croient. Ils ont confiance en le cursus, la formation qu'ils ont reçue. Puis ben ces situations-là, comme ça vient créer comme un ébranler leurs croyances, puis tu sais, semer des graines de conscience que peut-être il y a autre chose que ce qu'ils ont appris. Puis tu sais, il faut pas oublier ces personnes-là qui ont des gros diplômes, ils ont fait des gros cursus, là. Puis il y avait pas beaucoup de temps libre, ces gens-là. Tu sais, je veux dire, tu regardes le cursus, c'est assez inhumain de demander à une personne d'apprendre tout ça puis de réussir ses examens avec des bons résultats dans le délai de temps qu'ils ont pour le faire. Ils ont plus de vie sociale. Ils ont pas le temps d'aller lire des sources alternatives pour essayer de voir si ce que leur prof dit est vrai ou pas. Tu sais, elles apprennent ce qu'elles apprennent, c'est tout, tu sais. C'est pas qu'elles sont mal intentionnées. Bon, après, une fois qu'elles voient des situations comme ça, il y a la réaction, tu sais, est-ce que tu es capable de t'ouvrir? Puis est-ce que ça va semer une graine? Puis maintenant que tu as fini tes études, que tu as un peu plus de temps en dehors de ton 40 heures de travail, est-ce que tu vas faire des recherches? Ou est-ce que tu vas te cristalliser dans ces faux, puis mes croyances sont vraies à cause de l'ego, tu sais? Mais je pense que la plupart ont l'intérêt à... Comme moi, ce que j'ai vu chez mon dentiste, chez mon optométriste, c'est de la curiosité, de l'intérêt, puis de l'ouverture à la discussion. Fait que, tu sais, je me suis guérie de cette façon-là, mais après, il y a aussi tout ce que j'aurais jamais pu penser guérir dans ma vie. Tu sais, mes problèmes d'estomac, pour moi, c'était comme une certitude que, ben, tu sais, avec toutes les ulcères puis les perforations d'ulcères que j'ai eues, mon estomac a des cicatrices, il y a des blessures, puis ben, c'est ça, tu sais, il va jamais fonctionner comme celui d'une personne qui a pas de blessure. J'avais cette croyance-là et pourtant, ben, ça va, mon estomac, il va très bien. Puis, tu sais, le niveau d'énergie que j'aurais jamais pensé pouvoir avoir ce niveau d'énergie-là. J'avais cette croyance que c'est un souhait de passer au travers de sa to-do list dans une journée, de pas avoir besoin de s'évacher devant TV, puis juste décanter. Puis aujourd'hui, ben, quand je m'assois devant la télévision, c'est un plaisir, ça dure 1 heure, j'écoute un film en famille, mais c'est pas parce que j'ai pas la force de faire autre chose. J'ai la force de faire autre chose. J'ai envie de me prendre un moment, puis de m'arrêter en famille, puis de grignoter une petite collation, toute collée, emmitouflée dans des couvertes, devant un film qui représente quelque chose que j'ai envie d'inculquer à mes enfants, mais c'est pas une nécessité de m'évacher 3 heures devant la TV tous les soirs, parce que j'ai l'énergie de continuer, de m'occuper de ma famille, de jouer, Il y a toute cette nuance-là, c'est pas juste que j'ai guéri de mon postnatal, c'est comme, j'ai eu une santé que j'ai jamais connue auparavant. Puis pourtant, il y a cette croyance, tu sais, qu'après 25 ans, on est juste sur le déclin puis il n'y a plus rien à faire. Que c'est comme, on connaît nos plus belles années puis pouf, ça va chuter. Mais non, c'est pas du tout ce que j'expérimente. Puis ça me donne envie vraiment de
de semer cette graine-là chez les gens que on peut prendre soin de notre santé puis être dans une santé vraiment incroyable qu'on n'a jamais connue, même après avoir vécu plusieurs grossesses, même après avoir eu une grossesse extrêmement difficile comme la mienne. Bon, idéalement, on travaille dès la préconception, on a une belle grossesse, un beau postnatal, puis on n'a pas besoin d'en guérir, parce que même si c'est possible d'en guérir, c'est extrêmement difficile. Si on compare à juste travailler en prévention. Il vaut mieux prévenir que guérir, c'est parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile, ça demande beaucoup moins d'énergie. Donc, j'essaie d'inculquer aux femmes, de parler de cette période-là de la préconception, d'inculquer l'importance de prendre soin d'elles avant la conception. Puis ça a un impact pour le bébé aussi, parce que tu sais, comme nos ovules, l'ovule qui va être le bébé, qu'on va, si, disons, aujourd'hui, j'avais une conception, l'ovule que j'ovule aujourd'hui, ça fait 4 mois que je la prépare. Je veux dire, c'est un follicule qui est en développement depuis 4 mois, puis pendant ces 4 mois-là, il est imprégné des nutriments, tu sais, de ce que je consomme, des toxines auxquelles je suis exposée. Il est influencé par tout ça, tu sais, le bébé, il est déjà là. Je veux dire, il y a 50% du matériel génétique du bébé qui est déjà là. Puis du côté du père aussi, les spermatozoïdes, la spermatogénèse, donc le processus pour fabriquer les spermatozoïdes dans le corps de l'homme, c'est 74 jours. Puis pendant ces 74 jours-là, il est imprégné de la santé du père. Donc c'est vraiment important pour la mère, au moins 4 mois avant la conception, d'être dans son meilleur état de santé, d'avoir tous les nutriments nécessaires, d'être exposé au moins de toxines possible, puis pour le père, les 74 jours avant. Bon, idéalement, on va faire 4 mois pour les deux parents, comme ça, ils se soutiennent. Mais, comme ça, tu peux sur un pied d'égalité. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, 4 mois, c'est vraiment 4 mois dans sa meilleure santé, fait que ça dépend d'où tu pars, tu sais. Peut-être que demain, tu peux commencer à juste, comme, augmenter tes nutriments, puis, tu sais, vraiment t'assurer d'une bonne nutrition. Pour d'autres personnes, ça veut dire 3 ans de travail pour guérir des conditions de santé assez sévères, dans le but d'être dans le meilleur de sa forme 4 mois avant de concevoir. Donc, tu sais, il y a vraiment pas... Des fois, on me demande, tu sais, la préconception, c'est combien de temps? Il y a pas de chiffre. Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes, c'est ça. Mais idéalement, tu sais, le temps pour que le follicule se développe, puis pour les spermatozoïdes se développent, c'est 4 mois puis 74 jours. Donc, cette période-là, on veut la protéger. Elle est vraiment très précieuse. Elle est sacrée. De la même façon que, tu sais, on a eu cette révolution pour le postnatal, ou en tout cas au Québec, je sais que c'est comme en train de prendre place en France, doucement. Au Québec, ça fait déjà au moins, je sais pas, 5, 6 ans, 7 ans, qu'il y a comme eu cette révolution du postnatal, où le postnatal est honoré, où on reconnaît de plus en plus, bon, je dis pas que c'est accessible à tous, mais c'est de plus en plus accessible de dire que le postnatal, c'est une période sacrée. Et puis moi, je rêve, tu sais, de ramener aussi le sacré dans la préconception. Oui. Puis je dis ramener parce que, ben, ancestralement, c'était sacré. Tu sais, quand on regarde les communautés ancestrales, qu'est-ce qui se faisait? C'est que dès qu'un jeune couple s'unissait puis allait créer la vie, on leur donnait tous les nutriments nécessaires pour... tu sais, puis comme les ressources étaient limitées, tu sais, je veux dire, on tue une bête, il y a un seul foie pour toute la communauté. Tu sais, ils allaient donner en priorité aux futurs parents, aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux enfants en développement. Puis tu sais, les femmes en période de préconception, elles mangeaient beaucoup de caviar, des œufs de poisson cru. Tu sais, les œufs, on pense à l'ovule. Oui. Pour les hommes, il y avait les testicules des animaux qui étaient consommés. Okay. Fait que tu sais, il y avait ces aliments vraiment sacrés là, puis c'était comme un rite de passage, donc tu manges ça parce que t'es à telle partie, tu sais, à telle étape de ta vie. Puis on voulait vraiment, tu sais, préserver la santé, puis on regarde après ces enfants-là, une santé incroyable, tu sais, une mâchoire bien développée, une ossature bien développée, une beauté vraiment incontestable, parce que, tu sais, cet équilibre dans le visage, ça vient aussi des nutriments en grossesse. Donc, de faire ce protocole de préconception-là, on vient, tu sais, travailler la santé de son enfant, sa beauté, son intelligence, tu sais, le développement du cerveau, c'est vraiment important. Il y a tout ça qu'on peut faire, mettre toutes ces chances de ce côté-là, puis je trouve que ça donne beaucoup de pouvoir, tu sais, de savoir qu'on a des chances de vivre une belle grossesse en santé, de diminuer les risques de complications, parce que oui, il y a des études qui démontrent que toutes sortes de complications en grossesse sont diminuées par une bonne alimentation, des bonnes habitudes de vie.
Le postnatal, même chose, tu sais, la dépression postnatale, l'anxiété postnatale, l'épuisement postnatal, c'est toutes des conséquences, tu sais, de nos habitudes de vie, de notre alimentation. Puis qu'on peut mettre toutes les chances, tu sais, du côté de notre enfant pour qu'il y ait une bonne santé, une santé vibrante, puis un beau développement, qu'il soit beau, intelligent, fort, en santé. Tu sais, je trouve que ça donne beaucoup de pouvoir de savoir ça. Puis c'est sûr, tu sais, il y a des personnes qui vont écouter cet enregistrement-là, puis c'est comme c'est fait, tu sais, leur famille est faite. Puis je peux comprendre que ça déstabilise parce que moi-même, je l'ai vécu, tu sais, quand j'ai découvert tout ça suite à ma grossesse. Tu sais, puis tous les jours, quand je dois m'occuper des dents de ma fille, c'est un rappel, tu sais, que j'aurais tellement aimé savoir. Mais on peut pas s'en vouloir pour ce qu'on savait pas. Bien sûr. Mais aujourd'hui, je sais mieux, je fais mieux. Puis je mets toutes les chances de mon côté pour que, tu sais, les dents de ma fille se reminéralisent le plus possible pour guérir toutes ces blessures-là, puis pour nous redonner, tu sais, le plus possible une santé vibrante. C'est sûr, c'est plus de travail que de le faire en prévention. Bien sûr. Rien qui est impossible. C'est un beau message, justement de savoir, comme tu dis effectivement, hein, il y a certaines personnes qui vont écouter ça, qui vont peut-être être dans la même situation que toi, voilà, d'avoir vécu des soucis de santé qui traînent depuis longtemps, sans avoir vraiment réussi ni à les contrôler, ni à les éradiquer complètement. Et pareil chez leurs enfants. Et c'est vrai que quand on devient parent, avoir son enfant qui est malade ou qui a un souci de santé en particulier, ça affecte aussi toute la famille. C'est pas simplement l'enfant. Et il y a effectivement ce sentiment peut-être et qu'il peut y avoir de ce sentiment de culpabilité, de se dire bon ben voilà, si j'avais fait les choses autrement, mais voilà. Encore une fois, c'est bien de savoir que y a des possibilités de travailler les choses à n'importe quel stade, en fait, à n'importe quel moment. Il y a possibilité d'aller mieux. Il y a possibilité, c'est vrai qu'on en parle assez peu, mais le corps a à la fois la capacité de guérir, mais de guérir aussi certaines choses. Tu vois, ton histoire autour des caries, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais entendu non plus. Et même retrouver une meilleure vue qu'avant, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais le corps, en fait, il est quand même assez incroyable, et quand on lui donne ce dont il a besoin, il a la capacité de se régénérer. En fait, notre corps, il est vivant, et comme tu dis, pour fabriquer une ovule, il faut ces 4 mois avant, le temps que ça mature, et que avant que ce soit l'ovule qui soit éjecté par l'ovaire, 74 jours pour le sperme. Mais est-ce que, en partant de ce constat, on peut pas se dire que tout notre corps entier, il a cette capacité de se renouveler entièrement? Oui, absolument. Tu sais, il y a des études qui démontrent que notre corps, il se renouvelle en entier à tous les 7 ans. Donc, à tous les 7 ans, tu sais, on n'est plus la même personne qu'on était, on n'a plus les cellules, c'est plus les mêmes. Donc, on a un pouvoir incroyable sur notre santé. Il y a certaines choses, tu sais, qui comme bon, il y a une partie d'épigénétique, puis que tu sais, on est né avec le développement de ces os-là, tu sais. Oui, il y a des petits changements qui peuvent s'opérer, mais comme il y a des limites à certaines choses aussi. Mais il y a beaucoup sur quoi on a du pouvoir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur quoi on a du pouvoir. Puis c'est important de reconnaître ce pouvoir-là, puis de le prendre. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'ils ont ce pouvoir-là. Je savais pas que j'avais ce pouvoir-là. Je savais pas dans quelle mesure j'avais ce pouvoir-là. Puis aujourd'hui, je me dis qu'il y a rien qui est hors limite. Il y a rien qui est hors limite. Puis je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour mes enfants, pour mes petits-enfants, tu sais, parce que je me dis que là, c'est vraiment incroyable ce que je peux offrir comme santé aux générations à venir. Puis c'est ce que j'ai envie d'offrir. Puis aussi au niveau, tu sais, de la fertilité. Comme moi, j'ai pas de difficulté de fertilité, mais on regarde les statistiques de fertilité, puis ça diminue, tu sais, la fertilité diminue, autant chez les hommes que chez les femmes. Puis chez les hommes, il y a des études qui démontrent que la quantité de bons spermatozoïdes elle diminue de 1 à 2% par année. Puis si ça continue comme ça, que ça suit la courbe que c'est actuellement, en 2045, c'est bientôt, là, il y aura plus de bons spermatozoïdes dans le sperme des hommes.
2045, là, ma fille, elle va avoir 24 ans. À 24 ans, on est dans nos années de reproduction, on est à chercher un partenaire de vie pour faire des enfants. On est à se reproduire. Puis il y aura plus un homme qui va avoir de bons spermatozoïdes sur Terre. Je vais-tu être grand-mère? Wow. Tu sais, c'est des questions qu'il faut se poser. Fait comme, moi, j'ai envie qu'on ait une approche préventive. J'ai envie qu'on prenne tous soin de notre santé puis qu'on n'attende pas que des drames comme ça se produisent. Pour... Mais tu sais, je pense où on en est aujourd'hui dans l'évolution de la santé, des maladies. Je suis pas sûre qu'on soit encore dans la période de prévention aujourd'hui. J'ai l'impression que là, c'est plus le travail à faire. Ouais, c'est justement pour éviter, comme tu disais, ces statistiques-là, hein, pour éviter que dans 20 ans, il y ait plus la capacité de se reproduire parce qu'on est tous en tellement mauvaise santé. Et j'imagine que voilà, si on n'est plus en capacité de se reproduire, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'autres maladies qui auront émergé ou qui se seront accentuées. Donc là, je pense qu'on n'est plus dans la prévention, mais plutôt déjà dans l'action pour revenir en arrière sur tout ça, pour renverser un peu la vapeur sur les tendances vers lesquelles on va en matière de santé, quoi. Oui, tu sais, quand on regarde les études, ce qu'elles démontrent, en fait, c'est comme si de plus en plus de jour en jour, toutes les études qui sortent viennent soutenir les habitudes de vie de nos ancêtres, l'alimentation de nos ancêtres. C'est tellement triste qu'on a besoin, comme ça, de la science, puis tu sais, le temps que ça a pris pour que ces découvertes-là soient faites, que les études soient publiées, qu'elles soient rendues accessibles, tout ce temps-là qui a passé, on a fait tellement différent de ce que l'humain a fait depuis, tu sais, des millénaires. Comme il y a eu cette industrialisation, puis on s'est dénaturé, toujours plus dénaturé, puis là, il y a la science qui arrive, puis qui nous dit qu'en fait, tu sais, on doit manger plus riche en nutriments, que nos pratiques d'agriculture rendent les sols plus pauvres, que notre nourriture est moins bonne, que ce qu'on a génétiquement modifié, ça nous cause du tort. Que, tu sais, ça s'accumule, que les recommandations d'éviter certains aliments, c'était pas dans le meilleur intérêt. Il y a beaucoup d'études qui démontrent que comme, cette recommandation n'est pas dans le meilleur intérêt. Puis il y a cette déconnexion, puis là, comme, la science vient, puis encore là, tu sais, comme je viens à cet enregistrement avec plein de statistiques parce que je sais qu'il y a toutes ces personnes qui vont être tellement offusquées d'entendre parler de ce sujet-là, puis qui vont dire comme, non, c'est pas vrai, tu t'appuies sur quelle étude? Je l'entends tellement souvent, ça. Mais en fait, c'est ça, tu sais, donc je parle d'alimentation ancestrale et à la fois d'alimentation riche en nutriments, et pour moi, c'est la même chose, tu sais. C'est que la science, aujourd'hui, nous démontre qu'on doit avoir une alimentation qui est saine et riche en nutriments. Et par saine, je veux dire biologique, tu sais, sans toxines, sans organismes génétiquement modifiés, sans aliments ultra transformés, tu sais, transformés, ultra transformés, dénaturés complètement, donc saine, et riche en nutriments. Puis quand on regarde c'était quoi l'alimentation ancestrale, c'était une alimentation qui était saine et riche en nutriments, c'est la même chose. C'est juste qu'il y a l'appellation moderne, puis il y a l'appellation ancestrale. Mais ça revient au même, en fait, tout ce que je me suis posé des questions, qu'on passe de la grossesse, comment ça devrait avoir lieu, l'enfantement, comment ça devrait avoir lieu, puis le postnatal. Tu sais, je me suis posé toutes ces questions-là comme doula. Puis, j'en suis venue à la conclusion que nos ancêtres avaient des clés. Puis là, je me penche vers l'alimentation, vers les habitudes de vie. Puis je reviens encore à la même réponse. Nos ancêtres avaient des clés. Ils savaient, juste intuitivement, instinctivement. On est vraiment déconnecté de nos instincts pour avoir besoin d'une étude pour ça, tu sais. Fait qu'autant je suis heureuse de pouvoir dire que ce que j'avance, c'est basé sur la science, autant j'ai envie de dire, on peut-tu arrêter? On peut-tu arrêter? Puis juste comme se connecter à soi. Puis, comme pour l'alimentation, j'ai envie de dire qu'on devrait tous prendre un moment pour regarder des vidéos de National Geographic ou Disney Nature ou peu importe, des documentaires animaliers, puis regarder comment la vie se fait,
Puis après ça, se poser des questions sur comment nous, on vit notre vie. Il y a beaucoup à tirer là. C'est un beau parallèle, effectivement. C'est effectivement, je pense qu'on aurait à gagner à revenir à un peu plus de nature, un peu plus de se reconnecter avec notre milieu naturel et avec nos instincts, hein, comme tu le dis. Ça, moi, c'est un constat que je fais beaucoup pendant la grossesse, pour l'accouchement, et même dans la parentalité, la façon dont on vit les choses aujourd'hui. Oui. On est aussi très déconnecté de nos instincts de parents, ce qu'il faudrait faire pour que nos enfants soient pas simplement en bonne santé, mais aussi au niveau émotionnel. Oui, en bonne santé, de façon holistique, avec toutes les sphères, en bonne santé mentale, physique, spirituelle. Exactement. Et c'est vrai que on est un peu déconnecté de tout ça, et arriver projeté dans cette période de notre vie, on n'a plus les réponses parce que on a arrêté de s'intéresser à ça, on a arrêté de s'intéresser à comment faisaient nos parents, nos grands-parents, on a arrêté de transmettre aussi ces transmissions autour des grossesses, des naissances. Elles se font plus de famille en famille, en fait. Elles se font de médecine, de sciences, d'études qui un jour vont dans un sens et puis finalement le lendemain, non, on se rend compte que c'était pas idéal. Non, c'est ça. Puis tu sais, quand on regarde les études, je veux dire, il y a des failles aussi dans ces études-là, dans le sens où on peut trouver des études qui disent à peu près tout. Oui, exactement. Il y a une étude qui va affirmer une chose, puis une qui va en affirmer une autre. Puis après, si on se pose la question, laquelle à laquelle je dois me fier, mais on peut regarder les budgets. Tu sais, souvent, celle qui a le plus gros budget marketing, c'est financé par qui? Ça avantage qui? Puis souvent, il y a des failles assez évidentes dans ces études-là, mais tu sais, les gens, quand ils lisent une étude, ils vont pas lire toute la méthodologie et tout. Non, ils vont lire le petit résumé. De toute façon, c'est celui qui est accessible gratuitement. Il faut payer, sinon, pour avoir accès ou faire partie comme de... Tu sais, comme moi, je suis étudiante en faculté de médecine, donc j'ai accès à toutes les études, je peux les lire au complet parce que c'est fourni par mon université, mais sinon, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui va voir une étude sur Internet, j'ai accès au résumé, tu sais, puis c'est très abstrait. C'est très abstrait, ça rentre pas dans les détails, puis parfois, il manque des informations. Tu sais, comme la plupart des études qui vont dire que les gens qui sont végétariens vont vivre plus en santé. OK, mais t'as pris des végétariens qui vont dans des magasins d'aliments biologiques, naturels, puis t'as pris des gens qui mangent la viande, mais qui boivent aussi des liqueurs, qui mangent des produits ultra transformés, qui vont fumer la cigarette, consommer des grandes quantités d'alcool, avoir de très mauvaises habitudes de vie. Non, tu sais, on peut-tu y aller comme une étude à base égale? Puis quand l'étude est faite, puis que c'est égal, 2 personnes qui prennent soin de leur santé, on voit. Puis, tu sais, l'alimentation végétarienne, ça a des bienfaits à court terme. À court terme, très court terme. Tu sais, 3 à 6 semaines, on vient faire une grosse détoxification dans le corps. Mais après ça, il manque de nutriments. Fait que, tu sais, moi, je me souviens d'être passée de l'alimentation végétarienne à végétalienne. Puis je me suis sentie mieux tout d'un coup. C'est sûr, tu sais, j'ai arrêté des produits laitiers pasteurisés, des œufs d'élevage, comme... Puis, tu sais, j'ai rajouté plus de légumes, puis tout d'un coup, tu sais, ça l'a fait comme un nettoyage, puis je me suis sentie bien. Puis après ça, on reste sur cette impression que non, c'est bien. Mais quand on regarde vraiment, tu sais, c'est bien. Mais là, après ça, tout d'un coup, t'es fatigué, tu prends du poids, tu commences à faire de l'acné, à avoir des dérèglements hormonaux, ton cycle est tout déraillé. Mais tu continues parce que, au début, tu te sentais bien. C'est que ça l'a fait une détoxification du corps, mais sur le long terme, c'est pas viable. T'as besoin de nutriments biodisponibles. Puis les nutriments biodisponibles, pour nous, c'est dans la viande qu'on va les trouver, tu sais. Parce qu'on n'a pas un rumen, là, comme, on n'est pas des vaches, des herbivores. On a, des besoins par rapport à la viande. Notre système digestif, il va pas être capable d'extraire tous les nutriments qui viennent, de l'herbe, comme des herbivores ou des végétaux. On a besoin de cette viande qui est vraiment, très, très riche en nutriments, très biodisponible pour nous.
Parce que c'est beau de se détoxifier, mais après, il faut se nourrir, tu sais. Puis bon, on s'entend, il y a d'autres façons aussi de se détoxifier sans passer par une alimentation végétarienne. Je pense qu'il y a des façons beaucoup plus favorables, mais ça le fait le travail, tu sais. Puis donc, la personne, elle a ce sentiment-là qu'elle se sent bien. Mais en fait, non, tu sais. En fait, non. Sur le long terme, elle est en train de dénourrir son corps. Puis c'est très dommageable. Puis, mais tu sais, je pense que les femmes, on est particulièrement sensibles à ça. Parce que justement, tu sais, le fait de porter la vie, donner la vie, puis nourrir, tu sais, quand on allait, ça vient avec une énorme demande sur nos réserves. Donc, si on n'a pas de grandes réserves, on va les épuiser rapidement. Et là, on va s'en rendre compte, c'est très vite qu'il y a quelque chose qui va pas. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a tant de femmes qui vont s'éveiller, tu sais, dans la grossesse, dans la maternité. Ben, la maternité, ça amène à toutes sortes de révélations aussi, là. Mais, ouais, il y a ces révélations-là. Puis souvent, tu sais, si la femme va prendre comme un supplément, puis que ça va être assez pour juste apaiser ses symptômes à elle, ce sera quand même pas assez, puis ça, c'est les études qui le démontrent, ce sera quand même pas assez pour le bébé. Il y a des dommages qui vont être irréversibles. Puis des fois, c'est comme trop subtil pour qu'on en ait tellement conscience ou qu'on fasse le lien si on n'a pas les connaissances. Avant d'avoir les connaissances, peut-être qu'on fait pas le lien. Mais éventuellement, on n'a pas le choix de faire face à, tu sais, des choses comme les dents de ma fille s'émettent dans sa bouche. Comme il y a un problème, on peut-tu, tu sais, on peut-tu se réveiller puis comme faire quelque chose, comme tu disais, on n'en est pas juste à la prévention, là. Il faut agir comme notre santé générale et notre santé reproductive est menacée. Elle est menacée. C'est pas normal que la fertilité ce soit à ce point un problème. C'est pas normal que la grossesse, il y ait tellement de grossesses qui soient pas en santé. Je veux dire, comme doula, j'ai grandi dans ce monde en me disant que, ben, tu sais, la grossesse, l'accouchement, ça nous appartient, notre postnatal nous appartient, puis qu'on peut le réclamer. Mais hey, essaie de le réclamer quand t'as des complications puis que t'as vraiment besoin de la médecine. C'est vrai. Tu sais, c'est pas réaliste. Puis on regarde toutes ces femmes qui ont réellement des complications. Je veux dire, t'as une prééclampsie, s'il te plaît, va à l'hôpital, tu sais. Mais comme on est là à vendre cet enfantement libre en santé, tout, oui, mais c'est pas tout, là. Il manque des pièces de puzzle à tout ça. C'est beau de réclamer, tu sais, sa grossesse, son accouchement, mais pour ça, il faut que tu sois en santé. Bien sûr. Puis, ben ça nécessite de prendre soin de sa santé avant de devenir enceinte. Malheureusement, les femmes ont beaucoup accès à cette information-là seulement que lorsqu'elles sont enceintes, ou des fois même juste en postnatal, ou pas du tout même. Mais c'est pour ça qu'il y a ce grand travail à faire, tu sais, puis que ce qu'on fait, ben aujourd'hui, c'est important. C'est important de dire aux femmes comme hey, t'as du pouvoir, tu sais, puis tu peux t'éviter tout ça, puis comme tu peux reprendre ton pouvoir au travers de cette expérience-là. Puis j'espère un jour, tu sais, pouvoir être la grand-maman qui va prendre soin de ma fille, puis lui donner du caviar dans sa préconception, puis du foie, puis plein d'aliments riches en nutriments, puis prendre soin d'elle, puis l'aider à suivre ce chemin vers une grossesse, tu sais, en santé, un enfantement dans son plein pouvoir, puis tu sais, un postnatal vraiment honoré. Mais tu sais, là, il faut agir. Il faut agir parce que nos enfants, leur santé décline. Puis, tu sais, quand on regarde, il y a une étude, là, les chats de Pottinger peut-être, mais c'est un homme qui a pris des chats. Puis d'un côté, il a continué de donner une alimentation crue, tu sais, ce qui la nature prévoit pour les chats. Puis de l'autre côté, il a donné des aliments transformés. Puis au bout de 3 générations, il y avait des problèmes en fait, tu sais, comme la première génération, il y avait des problèmes de gencives, de dents, puis éventuellement, vers 3 générations, il y avait des problèmes de fertilité. Puis éventuellement, ben ça s'est éteint. Je veux dire, ils étaient tous plus fertiles, ils ont pas pu se reproduire, puis ben cette lignée de chats s'est arrêtée. De l'autre côté, la lignée de chats, les chats étaient en santé, puis ils ont continué de se reproduire. Fait que, tu sais, ces petits signaux-là, là, les dents effritées, plus de place pour les dents de sagesse, de devoir les enlever, de devoir avoir des appareils dentaires, de porter tous des lunettes. Bon, il y a aussi la partie par rapport aux écrans là, pour les lunettes, mais il y a une partie que c'est les nutriments. D'avoir des cycles déréglés, des cycles de 40 jours, d'avoir de la difficulté à devenir enceinte, ou de devenir enceinte, puis tout d'un coup de plus être capable pour une deuxième grossesse. C'est des signaux d'alarme qu'on devrait prendre au sérieux, qu'on devrait écouter. Puis si nous, on a une parfaite santé, ben il faut quand même prendre en compte pour nos enfants. Parce que ça dégénère. C'est vrai.
Et il y a des choses à faire. Et Oui, il y a des choses à faire. c'est important, c'est de pouvoir partager ces messages. Donc, j'ai l'impression que, voilà, avec cette conversation, déjà, on pose une petite pierre à cet édifice. J'espère que ça pourra informer et mon chien qui gratte à la porte. J'espère que ça pourra informer et trouver en fait le chemin vers les personnes qui ont besoin d'entendre tout ça. Pardon. Oui. Un grand merci, en tout cas, Maud, on arrive à la fin de notre entretien. Un grand merci pour tout ce que tu as partagé. J'ai trouvé cette conversation vraiment passionnante, hyper intéressante et surtout qui permet, comme tu le disais, en fait, de se questionner pour aller trouver ce qui est bon pour soi et pas simplement accepter comme une vérité tout ce qui va pouvoir être recommandé à grande échelle. Donc, je trouve ça vraiment passionnant de pouvoir voilà, apporter ce genre d'informations. Un grand merci pour ces partages. Est-ce que tu peux nous dire, pour les personnes qui du coup sont intéressées par ton travail, par ce que tu fais avec les femmes en préconception, avec les familles, où est-ce qu'on peut te retrouver et quel genre d'accompagnement tu proposes? Oui, dans le fond, je suis principalement active sur Instagram. Donc, c'est commercial Maude Collin. Puis, j'ai aussi un site internet, donc maudecollin.com, où on peut voir tous mes services. C'est possible de me rencontrer pour une consultation, donc pour une situation ponctuelle. J'offre aussi des accompagnements privés d'une durée de 6 mois qui comprennent 2 rencontres et des suivis hebdomadaires pour répondre aux questions, offrir du soutien dans la mise en place de ces changements-là pour des personnes qui voudraient travailler quelque chose plus sur le long terme. J'ai un cours en ligne, Préparer la grossesse, dans lequel il y a toutes les informations pour prendre sa santé en main, pour vraiment mettre tout... Puis ça s'adresse à tout le monde. Je veux dire, une personne qui est en santé, tout ça devrait quand même mettre des moyens en place pour enrichir sa santé déjà 4 à 6 mois avant de devenir enceinte, pendant toute la grossesse, l'allaitement, puis le développement de l'enfant, la récupération de la femme. Donc, il y a toutes les informations nécessaires pour prendre soin de soi, parce que des fois, c'est ça, c'est de trouver les informations au travers de toute cette... On est envahi d'informations sur Internet de nos jours, mais d'avoir accès à la bonne information puis d'avoir du soutien par rapport à ça, c'est vraiment très riche. Fait que j'ai ce cours-là, Préparer la grossesse, puis j'ai un livre de recettes et sûrement plusieurs autres à venir pour aider les familles à mettre ça en place dans leur quotidien. Puis dans ce livre de recettes-là, il n'y a pas seulement que des recettes, il y a aussi des conseils sur comment... trouver des producteurs locaux, comment établir le contact avec eux, comment on approche, est-ce qu'on va visiter la ferme, de quelle façon on fait, pour vraiment aider à mettre en place ces premiers changements qui en fait sont les piliers d'une santé et puis les piliers de tellement d'autres changements. Je veux dire, la première étape, c'est de prendre contact avec nos producteurs locaux, puis à partir de là, tout se fait tellement plus facilement. Que c'est mon offre de service, puis je suis toujours heureuse aussi de communiquer avec les personnes, de répondre aux questions, puis de guider vers le service le plus approprié en message privé sur Instagram ou par courriel sur mon site internet. Génial. Je mettrai toutes les infos en description de toute façon pour qu'on puisse te retrouver facilement. Oh, merci. Un grand merci Maud pour ton temps et pour toutes ces informations très précieuses. Ça me fait plaisir. Merci Sarah pour ton accueil. Je suis vraiment heureuse qu'on ait la possibilité d'enregistrer ça ensemble pour que transmettre le message encore plus loin. Exactement. À bientôt Maud, merci. À bientôt.